Il était une fois, il y a fort longtemps, un studio d'animation au potentiel charmant. Né de l'esprit de 2 chauves et d'un barbu, il semblait promis à de merveilleux débuts. Il était pris dans l'ombre d'un géant légendaire, gardé par des films au succès planétaire. Beaucoup de studios tentèrent de rivaliser, mais aucun n'y réussit. Sous le regard du public, film après film, le studio persévérait, jusqu'au jour où, dans un éclat triomphant, le monde découvrit DreamWorks, éclatant. A new movie and entertainment studio was launched today in Hollywood, but this is no ordinary studio. It's headed by 3 of the biggest names in entertainment, giving the new venture instant credibility and a lot of clout. Le matin du 12 octobre 1994, à l'hôtel Peninsula de Beverly Hills, 3 hommes se présentent devant un parterre de journalistes et d'exécutifs de l'industrie du film pour annoncer la création d'un nouveau studio majeur. Une première depuis la création de Sony, 70 ans plus tôt. Pour Steven Spielberg, Jeffrey Katzenberg et David Geffen, l'intention est claire. Créer un nouvel empire multimédia et venir marcher sur les plates-bandes des autres géants, aux pieds bien ancrés dans le sol californien. Ils appellent leur studio DreamWorks SKG et ouvrent des divisions pour le cinéma, la télévision, les jeux vidéo, la musique et surtout celle qui va nous intéresser, les films d'animation. Branche du studio qui doit représenter à elle seule plus de 40% des revenus, d'après le business plan établi par Geffen. Mais pour faire des films d'animation, il ne suffit pas d'en rêver. Pour faire des films, il faut des artistes. Et si possible, il faut les meilleurs. So many people make movies, they don't know what they want. They say, well, I think I want this. I think I want the person to scream now, or I think I want you to act like you're happy, no, scared. I've heard this before. I've heard this, and once you know what you want, getting it is not that hard. It just takes time if you really want to stick to it. That's why I'm so in love with the Disney animators, because they have to have in their mind a clear picture of how a chipmunk rolls over in the snow. They got to know what each side of that chipmunk looks like. And they don't build chipmunks and roll them over in fake snow. They have to use their imaginations and paint these things 12 cells a second. And how the fur moves and how the wind's blowing. And it's just... That's why I think all directors should be animators first. Steven Spielberg a toujours rêvé de devenir le nouveau Walt Disney. Après le succès de E.T., une opportunité s'est présentée pour bâtir un nouvel empire de l'animation. Tous les studios se sont bousculés à sa porte pour lui proposer des projets. Mais il a choisi de renoncer et de devenir père. Quelques années après la naissance de son fils, l'envie était toujours présente. Selon Spielberg, l'essence de Disney réside dans son créateur. Peu importe leurs efforts, le nouveau Disney ne pourra jamais être l'ancien. Walt n'était pas une corporation, mais un individu. C'est ce qui faisait de lui un génie. Il savait s'entourer des bonnes personnes et tirer le meilleur d'elles. Tout venait de lui. C'est ce que disait Steven Spielberg dans le New York Times en 1992. 2 ans après avoir réalisé en ouvrant son propre studio d'animation, que ce n'était pas si simple. Ce studio s'appelait Amblimation. The film that we're seeing produced out of this facility is the best animation that I've ever been involved with, and all this work will create for us my dream, which is to have for the rest of all of our careers a thriving animation studio somewhere in the world.
années 80, début des années 90, le marché de l'animation est dominé par le géant Disney. Monter un studio d'animation en Californie à cette époque, beaucoup s'y sont essayés, mais sans succès. On peut notamment parler de la Warner, qui avait tenté de s'imposer avec le film Quest of Camelot, un film qui a coûté 40 millions de dollars avec un résultat au box-office décevant de seulement 38 millions. Un véritable désastre pour le studio. Mais rien n'est impossible pour Steven Spielberg. Il rêve de faire de l'animation. Il profite du départ de chez Disney de Don Bluth, à qui l'on doit l'animation de Robin des Bois, entre autres, pour s'associer avec lui. Lui aussi avait à cœur de s'imposer comme rival au grand Disney. Le truc, c'est que Don Bluth, il avait claqué la porte de Disney, il a emporté une partie de l'équipe, il est bossé sur Roxy Rookie à l'époque, il a monté son studio donc à Los Angeles pour faire Brisby et le secret de Nîmes. C'était un succès d'estime, mais il n'avait pas cassé la baraque au box-office. Quelques années après, il est venu s'installer en Irlande. Il a continué à faire des films, mais ces films, bon, il était ambitieux, il marchait pas trop. Enfin bon, Spielberg, qui a toujours voulu faire de l'animation, ils se sont associés. Ils ont fait American Tail, je pense que c'est leur premier truc, qui a battu Disney à l'époque, je me rappelle d'ailleurs. En 1986 a lieu dans les salles de cinéma La guerre des souris, avec Fievel et le nouveau monde de Don Bluth d'un côté et Basil, détective privé des écuries Disney, de l'autre. Fievel fera un box-office de 84 millions de dollars, là où Basil fera seulement 38 millions. Fievel et le Nouveau Monde est le premier film d'animation en dehors de Disney à connaître un tel succès. À la suite de cette victoire, Steven Spielberg et Don Bluth continuent de travailler ensemble sur un autre film, Petit Pied et la Vallée des Merveilles, avant de mettre fin à leur collaboration. C'est surtout Don Bluth qui a souhaité continuer sans Steven Spielberg parce qu'il s'est senti un peu bouffé par le succès de Spielberg. On disait plus le studio de Don Bluth, on disait les films de Steven Spielberg en animation. Entre-temps, un film sorti de chez Disney mais fabriqué à Londres fait un carton. Qui veut la peau de Roger Rabbit? Spielberg, producteur du film, veut continuer de cultiver ses talents. Roger Rabbit avait fait un carton, il y avait beaucoup de talent sur Roger Rabbit, et il s'est dit, voilà, je vais essayer de continuer, de recréer un studio avec tous les talents de Roger Rabbit, ce qui s'est passé, parce qu'on avait quand même beaucoup de gens qui avaient travaillé sur Roger Rabbit, qui ont commencé en animation. La Californie étant chasse gardée de Disney à l'époque, Spielberg choisit d'adopter une stratégie différente, aller s'installer en Europe et bénéficier de tous les talents déjà présents. Spielberg ouvre donc une antenne de son studio de production Amblin, qu'il appellera Amblimation et qui sera basé à Londres. J'étais sur Astérix à la Gaumont et le studio a fermé par des copains. Je savais que Spielberg, il avait fait déjà Roger Rabbit en Angleterre. Eh ben, ils m'ont dit, est-ce que ça t'intéresse? Et ils ont parlé de moi aux gens d'Amblimation. Et je me suis retrouvé à aller là-bas, comme ça, à l'aventure. Potentiellement, en animation, en 2D, il faut revoir le contexte, c'est qu'il n'y avait pas grand-chose à l'époque. Et il n'y avait pas énormément de travail, et c'était vraiment une toute petite industrie, vraiment une toute petite niche. Un copain à moi, Rodolphe Guénoden, me disait « Ouais, bah écoute, j'ai entendu parler d'un truc qui va se monter à Londres, et on y va. » Et du coup, Rodolphe et moi, on était un petit peu les deux petits gars qui sont partis comme ça, un peu au hasard. On avait commencé à Amblin en 89, juste après les vacances, en sortant des Gobelins, quoi. Donc on n'a pas travaillé en France, on est parti directement en Angleterre. Et je suis arrivé dans ce studio, il n'y avait rien du tout. Je me rappelle d'être arrivé à l'aéroport avec ma valise et je m'attendais à aller dans un coin super sympa, quoi. Le studio de Steven Spielberg, ça va être quelque chose. Et je suis arrivé dans un endroit tout pourri, quoi. Il y avait une équipe qui avait commencé à travailler, parce qu'évidemment, quand les animateurs ils arrivent sur un film, il y a déjà plein de trucs qui sont faits. Alors, les réalisateurs étaient là, ils avaient fait du storyboard, et donc je me rappelle, on nous a dit, voilà, le studio, vous choisissez vos places, vous pouvez vous mettre où vous voulez, puisque le studio, il n'y a personne. Et donc, en gros, ouais, c'était vraiment une énergie nouvelle, c'était un truc vraiment hyper frais. C'était un seul étage d'un bâtiment. Tout avait été construit avec le système IVAR de Ikea. Donc, c'était des étagères, c'est un peu garage. C'était assez rock'n'roll quand même. J'ai appris l'anglais très vite parce que j'étais un peu couteau sous la gorge, quoi. Il faut, quand on dirige une équipe, on est superviseur, et il y avait quand même énormément d'anglophones, parce que le studio, c'était très cosmopolite, évidemment. C'était un studio qui était fait, en fait, d'un rassemblement d'artistes de tout horizon. Il y avait extrêmement peu d'Américains, à part dans le management, des Canadiens en anime, mais principalement, je pense que c'était quand même des gens qui venaient d'Europe. Dans l'ensemble, je dirais à 80%, c'était des gens qui avaient un petit peu travaillé ou c'était leur premier job. Comme pour nous, c'était notre premier job. Et puis, on nous a dit, voilà, on commence à recruter, si vous connaissez des gens.
Et moi, il se trouve que je connaissais des gens, évidemment, qui étaient les élèves que j'avais eus au Gobelin. La majorité des étudiants que j'ai appelés sont venus à Amblimation. J'en ai eu beaucoup comme assistants, comme intervallistes. La plupart des Français ont commencé assistants intervallistes. Ils sont sortis superviseurs d'animation pour beaucoup. The school Gobelin in Paris, which is a superb animation school, was churning out these young French animators who could draw like crazy and really understood animation. And so we had, for a couple of years, we had kind of a direct line. We were lucky, early on we recruited Christophe Sarand, who was regarded as a sort of young god of animation in France. C'est comme il n'y avait pas beaucoup de longs métrages à l'époque, ce qui s'est passé, c'est que les gens sont restés du début jusqu'à la fin. Donc ça a créé une évolution interne qui a été vraiment super intéressante. C'est que le niveau d'anime est monté. Des gens comme Christophe ont été un peu les piliers au niveau de l'apprentissage du studio en animation. Pendant 5 ans, le studio travaillera sur 3 films qui plus tard sera surnommé par les fans The Amblimation Trilogy. On a fait An American Tale, Fievel Goes West. On a fait We're Back, A Dinosaur Story. Et on a fait Balto. Le premier film, il vaut ce qu'il vaut. Il était intéressant, mais c'était déjà une franchise, donc c'était un truc de départ. Si tu veux intimider quelqu'un, balance-lui un regard oblique. J'ose à peine lui poser la question. Courage, le regard oblique, c'est quoi? Regard oblique. Ah! Maintenant à toi. Le deuxième, ça avait été un petit peu un fiasco quand même. On a changé de réalisateur en cours de route, on n'arrivait pas à trouver les designs, l'histoire était un peu pas très bien connectée, mais on l'a fait quand même. Moi, je me rappelle avoir travaillé sur une séquence avec Christophe que j'aimais vraiment beaucoup et ils l'ont coupé parce que il me semble que c'était juste trop dark. Puisque vous y tenez, je vais vous Oui, prendre. s'il te plaît, il faut partir tout de suite. Voici votre contrat. Il n'y a rien d'écrit dessus. Je noircirai la page moi-même. Une petite signature. Aïe! Impose ta signature en bas. Louis, j'ai peur. C'est vrai? Bien. Après le deuxième film, on a fait Balto. Et alors là, Balto, c'était une production assez extraordinaire parce qu'on a fini l'animation en avance. Chose que, une grosse surprise, ça n'arrive pas souvent. Les gens déjà se connaissaient vraiment très bien là. La production avait été vraiment une ligne droite. Balto! Balto est de retour! Jenna! Et vraiment, il n'y avait pas de retour, de trucs à refaire, etc. Tout ce qu'on faisait, ça avait fini sur l'écran. Je travaillais sur Loi. J'étais dans l'équipe de Christophe. Ouais, c'était vraiment une belle expérience. Il va dans Floie frigorifique pour trouver chien qu'il n'aime pas, pour apporter médicaments à ville qu'il n'aime pas. Oh non! Voilà que je commence à comprendre l'ours. À la fin de ce film, on savait déjà qu'il allait y avoir une transition sur les États-Unis. L'idée, c'était au départ que Spielberg fonde un studio à Londres après Roger Rabbit en utilisant les talents européens. Puis une fois que le studio a été sur les rails, il a été décidé qu'il soit déménagé à Los Angeles. Et je me rappelle très bien avoir une conversation avec un des directeurs de production. Et lui, il avait dit, mais on aurait dû faire Balto à Los Angeles. Comme à chaque fois, Spielberg avait un plan en tête. Retourner aux États-Unis avec une équipe soudée, éprouvée sur 3 longs métrages et bien sûr un projet de film. Adapter la comédie musicale d'Andrew Lloyd Webber, Cats, en animation. On bossait sur Balto. Et ils avaient Cats à un étage en dessous et on allait voir ce qu'ils faisaient. Et la technique, c'était de faire de l'animation traditionnelle dans des maquettes en volume. Je pense qu'il avait déjà l'idée depuis longtemps de faire ça. Et il y a eu énormément de développement, comme sur tous les films d'animation. Oui, il y avait une petite équipe qui faisait du développement et qui faisait des trucs vraiment très, très cool. Vraiment des images intéressantes. Et c'était un petit peu
le film qu'on pensait avoir avant que dans le studio il fasse passer le message qu'on allait certainement transitionner vers les États-Unis. Ouais, ça devait être un gros truc à l'époque. Cats, qui avait été commencé à Londres, a été continué à Los Angeles pendant la période charnière où Spielberg avait 2 studios. Ça, les gens ne le savent pas forcément. Il y avait Amblimation et DreamWorks, tous les deux à Los Angeles. Et donc à Amblimation, il bossait sur Cats. Et à DreamWorks, il préparait Prince d'Égypte. Spielberg dit, voilà, on va créer DreamWorks. On est avec Jeffrey Katzenberg, que je connais depuis très longtemps, qui fait de l'animation. Et on a été concurrents pendant un moment. Et lui, il a gagné à chaque fois. He was the clear winner every single time. Mais c'est qui ce Jeffrey Katzenberg ? Jeffrey Katzenberg, c'est le visage et la voix de DreamWorks Animation, et ça n'est pas sans raison. En 1984, il arrive chez Disney sous l'égide de Michael Eisner, alors son mentor. Eisner prend la place de PDG de la Walt Disney Company, et Katzenberg, lui, est chargé des films en prise de vue réelle et des films d'animation. Disney est dans une mauvaise période financière à cette époque, et leurs films ne rencontrent plus de succès. Mais c'est sur le point de changer, grâce à Jeffrey. Il commence par relancer le live-action, avec des succès comme Good Morning Vietnam, Le Cercle des Poètes Disparus ou Pretty Woman. En 3 ans, le studio passe du dernier au premier rang du box-office. Puis, il s'attaque à l'animation et développe du même coup une passion brûlante pour cette forme d'art. Il s'implique dès le départ dans la création des films, allant jusqu'à remonter Taram et le chaudron magique, alors que le film était sur le point de sortir. Il va complètement révolutionner la façon de produire des films d'animation chez Disney et on lui doit d'énormes succès, comme La Petite Sirène, La Belle et la Bête, Aladdin, Pocahontas et le plus grand de tous, Le Roi Lion. C'est également lui qui a négocié avec une petite compagnie du nom de Pixar pour produire 3 films en images de synthèse dont le premier raconte l'histoire de jouets qui prennent vie. Encore un énorme carton. Ce sont d'ailleurs ces succès qui expliquent en partie les échecs commerciaux des films d'Amblimation. Fievel au Far West est sorti 1 semaine après La Belle et la Bête, et Balto 1 mois après Toy Story. La réputation de Katzenberg à Disney était telle qu'il était pressenti par beaucoup pour reprendre le poste de président de la Walt Disney Company après la mort de Frank Wells. Mais le poste lui est refusé par Michael Eisner et Roy Disney. Il part de Disney avec un plan en tête, prendre sa revanche, et s'associe avec Steven Spielberg et David Geffen. Pour Katzenberg, le défi est de taille. Il doit tenter de répliquer, voire faire mieux que ce qu'il a accompli à Disney. Le jour où DreamWorks ouvrait ses portes, un autre studio londonien, celui-ci, fermait les siennes. Un studio appelé Amblimation et appartenant à Steven Spielberg. Personne pourtant ne sera licencié. Le personnel européen, avec à leur tête le réalisateur Steve Hickner, viendra grossir les rangs de DreamWorks pour s'atteler à la fabrication du Prince d'Égypte. Donc on l'a su avant Noël 93, qu'on allait bouger à Los Angeles. C'était pas parce qu'on savait qu'on allait bouger à Los Angeles qu'on savait que ça allait arrêter Amblimation. À un moment, ça sort dans les news. Putain, Spielberg, il crée un studio d'animation avec Jeffrey. Alors on se dit, nous, alors qu'est-ce qu'on va faire? Ça s'est passé relativement au fil du temps, en douceur. C'est-à-dire que Amblimation est descendu et DreamWorks est monté. Moi, j'étais en France à cette époque-là et je voyais, je sentais, au fur et à mesure, les gens d'Amblimation, ils partaient. L'exode, les character designers, les animateurs, le réalisateur, les directeurs artistiques qui étaient sur Cats, sont plus ou moins passés tous à DreamWorks et après, Amblimation a fermé. À partir du moment où Amblimation a fermé ses portes, il y a des gens d'Amblimation qui sont partis, qui ne s'intéressaient pas. Puis tout le reste, ils ont été DreamWorks. Donc du coup, quand le studio a fermé à Londres, ça a été net. Ça a été fermé, on a fini, le film est terminé, boum, on rend les locaux et au revoir, quoi. Ils avaient sélectionné tous les gens qu'ils voulaient garder. C'était un changement progressif. Ça a d'abord été les gens dont ils avaient besoin pour la pré-prod, pour faire les tests, etc. Donc, c'était des petits groupes et au fur et à mesure, ils faisaient venir les gens. C'était pas du tout un décès, au contraire, c'était une naissance. C'était genre, tout le monde était super excité de pouvoir partir aux États-Unis. Tout le monde était... Oh C'était le Graal, quoi. Les gens étaient vraiment très contents parce que, en fait, à l'époque, pour être honnête, Amblimation payait pas terrible. La vie était extrêmement chère à Londres. Quand j'habitais avec mon pote Rodolphe, c'était ce soir, on va au pub ou on mange. On rentre à pied ou on prend le métro. Et tout le monde disait, ouais, mais allez travailler dans les pubs à Londres, vous ferez le double. Hein. Mais tout le monde était là, ouais, on veut travailler à Amblin parce qu'on fait du bon boulot, on fait du long métrage et on peut faire des pubs pour les céréales, même si ça paye super bien. Tous les artistes ne sont cependant pas faciles à convaincre. Mais Jeffrey Katzenberg sait qu'il a besoin des meilleurs talents possibles.
et met en place les moyens nécessaires pour les attirer. Et quand Amblimation a fermé, je n'avais pas envie d'aller à Los Angeles. Et puis finalement, j'ai été à DreamWorks parce que Jeffrey, il était très persistant. Il m'a appelé plusieurs fois. À un moment, il m'a invité 2 semaines avec ma femme à Los Angeles. C'était tous les gens, beaucoup de gens que je connaissais, et des anciens étudiants à moi, William Salazar, Rodolphe Guénoden, Fabio Lignini, je pourrais en citer des dizaines et des dizaines. Je voyais ce qu'ils faisaient. Je disais, ouais, c'est bien quand même, c'est pas mal. Bon, la Californie, je me suis dit, allez, si j'y vais pas maintenant, j'irai jamais. Puis on est avec ma femme avec une valise chacun. Et puis, on est resté 25 ans. Dans mon service militaire, j'avais un pote qui faisait de la sculpture de neige. Donc, j'ai fait une année en sculpture de neige. Et avec ce portfolio, les dessins que j'ai fait avec ça, il y a quelqu'un qui m'a filé une brochure des Gobelins. J'avais aucune idée de ce que c'est. J'avais aucune idée à quel point c'est difficile de rentrer. Et je pense que pour ma carrière, de réussir à rentrer, c'était vraiment l'espèce de porte qui s'est ouverte pour moi pour rentrer dans le milieu d'animation. La 3e journée, à l'école, il y a Christophe Serran qui est passé avec une bande démo de Balto. Il venait juste de finir le film. Il était entre Amblimation et partir pour Los Angeles, bosser sur Le Prince d'Égypte chez DreamWorks. Ce qu'il m'a montré, ça m'a tellement plu, ça m'a tellement motivé et inspiré. À ce moment-là, je me suis dit, c'est ça que j'ai envie de faire. Si je réussis à faire ça un jour, je serais content. À la fin de la première année, Christophe Serran qui est revenu avec d'autres gens pour recruter. Et c'est à ce moment-là qu'on montrait notre bande démo à Christophe Serran. Et Christophe Serran a mis nos noms sur la liste. 6 mois avant de finir notre école, on a reçu une offre pour aller à DreamWorks pour devenir animateur. Et ça a créé des problèmes, en fait, parce que l'été, à la fin de la première année, à Disney, ils ont pris une 20aine d'étudiants pour, entraîner quelques personnes pour voir un peu le talent des gens et pour pouvoir peut-être un jour embaucher des étudiants. Et pour nous, en fait, le choix était assez facile. Soit tu vas à Montreuil pour bosser chez Disney en tant que rough and betweener, ou tu vas à Los Angeles en tant qu'animateur pour bosser avec Christophe Serran, en fait. Et en plus, DreamWorks nous ont payé des vols. Il nous a amenés à DreamWorks pour nous montrer le studio pendant 1 semaine. On était là, à l'intérieur de DreamWorks, et on pouvait interagir avec nos idoles à l'époque, en fait. C'était un rêve qui est devenu réel. Il faut imaginer que moi, 2 années plus tôt, en fait, moi j'étais dans la neige en faisant des sculptures de neige. Et là, 2 ans plus tard, j'arrive à Los Angeles, au milieu de Hollywood. Pour quelqu'un de 22, 23 ans, c'était dingue, quoi. C'était vraiment une expérience extraordinaire. Artistiquement, Amblin, c'était très bien. Pour certaines personnes, l'environnement, c'était parfait. Avec le recul, je peux vous dire que pour moi, ça ne l'était pas. Quand il m'avait proposé de partir aux États-Unis, en fait, à ce moment-là, il y avait Éric Bergeron qui avait monté son studio. Moi, j'avais l'impression de faire ça. Et d'un seul coup, j'ai l'impression que, bam, j'ai grimpé 4 marches d'un coup. Donc, du coup, dans cet environnement, je me plaisais bien. Donc, quand ils m'ont appelé, j'ai fait, non, merci, ça va aller. En plus des recrues d'Amblimation, Katzenberg fait marcher ses contacts à Disney pour essayer d'attirer plusieurs artistes de la firme. Tous ne vont pas se laisser appâter, malgré des propositions de salaire qui, à l'époque, frisent l'indécence. Oui, le fait qu'il y ait eu DreamWorks et Disney pour les salaires, ça a fait une inflation des salaires un peu partout. Parce que Warner nous proposait plus que DreamWorks. Katzenberg, qui a étudié les compagnies qui avaient du succès, bien sûr, Disney et d'autres, et comment retenir du talent, comment être l'endroit où tous les talents veulent bosser et veulent rester. Son idée, c'était, les gens viennent pas pour un film, ils viennent pour le reste de leur vie, de prendre les meilleurs gens dans l'industrie à Los Angeles en leur payant des salaires plus élevés, en amenant des gens de l'Europe, mais qui étaient aussi talentueux, surtout les gens de Amblimation. À l'époque, il faut quand même penser qu'il y avait un Disney qui sortait peut-être un film tous les 2 ans, en 2D, peut-être la Warner qui sortait un film tous les 3-4 ans, c'est-à-dire que les gens qui étaient capables à travailler à ce niveau-là, c'était une centaine de personnes. Vu que lui, il venait de Disney, il voulait récupérer ces gros assets de Disney. Et évidemment, nous, petits animateurs qui venons d'Angleterre et d'Europe, on est quoi? On n'est pas grand-chose. Pour Jeffrey, je récupère des employés en Angleterre, mais je récupère toutes mes stars des États-Unis. Donc, si tu veux, il y avait un côté un peu star system des gens qui venaient de Disney. Et les gens qui venaient d'Amblin, c'est un peu bradé, quoi, tu vois. En tout cas, certaines personnes le ressentaient comme ça, quoi. Après un court passage par les locaux d'Universal, DreamWorks installe tous ses artistes à Glendale, une ville du comté de Los Angeles, avec des bureaux flambant neufs. Katzenberg veut garder ses artistes, et crée pour ça l'environnement de travail rêvé.
Clairement, dès le début, la place est à l'opulence et aucune dépense n'est négligée pour faire en sorte que les équipes se sentent le mieux possible. Décor d'hacienda idyllique, déjeuner offert avec chef sur place et même homard au menu. Bon, pour être vrai ici, ça fait un peu paradis sur Terre. Surtout là où on est, à Glendale, on rentre dans DreamWorks et puis c'est vrai qu'on est dans un autre monde, quoi. Généralement, quand on fait de l'animation, on travaille dans des garages, dans des sous-sols, dans des endroits, dans des celliers, mais jamais dans un endroit paradisiaque comme ça, avec des haciendas, des fontaines, nourriture à volonté. Well, the food's great. We have like catered lunches every day. Gorgeous. Breakfast every morning. They like bake cookies, every day. It's like cookies or something like that. Here, Ralph, have a bite. Thank you very much. Is anything that anybody could possibly want? We have it here. And this is great. It's just a very artist-friendly place. You would have asked an animator 10 years ago, where is the greatest place to be? You would have said Disney. Now I would say maybe DreamWorks. The food is delicious. Cookies are a bad idea because they're high in calories and they make you fat. I love lobster ravioli. Adjectives to describe DreamWorks? Delicious. Dreamy. I'd say DreamWorks is the future. C'était l'opulence. Je me rappelle avoir eu l'impression que c'était trop luxueux, qu'il foutait un peu l'argent par les fenêtres. On me proposait des trucs, non, pas besoin. Je veux dire, des meubles en bois super bien et tout. Je veux dire, le cuisinier particulier de Spielberg qui venait nous faire la cuisine et tout. Il y a toujours le lunch gratuit et le petit déjeuner gratuit à DreamWorks sur le campus. Ça a toujours été. On recevait des cookies à 4 heures qui venaient du four. On avait accès à la bouffe, les glaces toute la journée. Il y avait des événements, des petites fêtes le vendredi soir. Donc c'était vraiment une petite communauté qui vivait un rêve. C'était Byzance ici, quoi. Il y avait tellement d'argent, il y avait tellement de tout. Et tous les lundis matins, il y avait des fleuristes qui venaient, qui coupaient des fleurs, qui les mettaient dans les bureaux. Tous les vendredis soirs, il y avait au lagoon en bas des soirées. Il y avait catering avec de la bouffe partout, à boire, machin. À la sécurité, à la gate d'entrée, ils donnaient des vouchers. Si t'avais un peu trop bu, tu pouvais aller voir le mec à l'entrée, trouve-moi un taxi, puis il te ramenait chez toi, gratos. L'opulence totale. Bon, après la crémaillère, on se met au boulot. Pour Jeffrey Katzenberg, il n'était pas question de rater ce nouveau départ. Déterminé à marquer les esprits, il met en chantier un projet pharaonique. Un projet aux antipodes de Disney. Exit les animaux parlants, les princesses en détresse et les princes charmants, ce film d'animation allait explorer de nouveaux horizons. Plus mature, plus grave et résolument ancré dans un réalisme inédit, il promettait de repousser les frontières artistiques et techniques comme jamais auparavant. Drame épique retraçant l'exode des Hébreux hors d'Égypte, en d'autres termes une adaptation animée des 10 commandements, une idée ambitieuse de Steven Spielberg. Comme vous pouvez l'imaginer, il y avait beaucoup de pression sur ce premier film. Il constituera une vitrine pour le studio qui vient de se former et qui a encore tout à prouver. En plus de ça, Katzenberg vient jouer sur les plates-bandes de Disney, tout en essayant de trouver un ton différent, une identité propre à DreamWorks, une véritable prise de risque. Une grande partie de son pitch, c'était la musique.
J'espère qu'ils lui ont dit que j'étais animateur parce que la musique, d'accord. Je veux dire, on vend pas un animateur à un projet sur de la musique. Tout le début, Deliver Us, toute la première séquence est déjà enregistrée parce qu'ils ont fait le storyboard. C'était vraiment timé sur la musique. Pour moi, c'est toujours la séquence d'anime qui m'impressionne le plus avec la musique, les décors. Et je pense que ça nous a tellement impressionnés. C'était tellement quelque chose qu'on n'avait jamais vu avant. Même si Disney faisait des trucs extraordinaires. Mais au niveau du ton, la musique, ça avait un sens un peu plus adulte. Ça nous a donné une impression qu'il y a quelque chose de nouveau qui se passe ici. Quand je suis arrivé, l'animation commençait tout juste. Il n'y avait rien de fait en animation. Et les castings des voix n'étaient pas décidés encore. Je vivais mon rêve à l'intérieur de cette boîte, à côté des talents extraordinaires, avec tous les superviseurs d'animation, comme Christophe Serron, comme Rodolphe Guénoden, William Salazar. Tout de suite, ils ont voulu sécuriser une équipe. L'équipe était arrivée, il n'y avait pas encore de boulot pour eux. Et c'est pour ça que c'était vachement bien aussi pendant au moins 6 mois, presque un an. Le studio DreamWorks, on n'a pas été en production. On a été en pré-production à tester des tas de trucs. Moi, je me rappelle, sur CETI, j'ai testé 4 voix différentes. Créativement, c'était super bien. On pouvait vraiment prouver ce qu'on savait faire. I shall not give you straw to make brick. Let them gather straw for themselves. But the tally of brick must not lessen. Go now. And work. Tous les superviseurs sur Prince d'Égypte, c'était des gens d'Amblimation pratiquement. Au niveau artistique, on faisait du mieux qu'on peut, puis les Américains, tout de suite, ils ont trouvé qu'on faisait vachement bien. On n'avait pas vraiment de méthode, c'est pour ça que c'est intéressant. Quand les animateurs de Disney sont venus, surtout Baxter, on a échangé des méthodes parce que nous, en fait, moi, j'ai appris tout seul à l'arrache. C'est ça la chance des gens de Disney, c'est qu'ils ont eu accès à la morgue, à toute l'expérience de 80 ans d'animation avant. Je suis arrivé, j'étais superviseur un peu junior par rapport aux Américains. Et on est devenu senior très vite. J'étais très protégé par Christophe. Je pense que la pression était surtout sur les réalisateurs. L'ambition était très, très grande. La pression était une pression que moi, je donnais moi-même parce que moi, je voulais être au niveau de tous ces gens et je voyais que j'étais pas encore. Je pouvais pas encore avoir un gros plan d'un personnage au début de la production et petit à petit, en fait, Christophe nous donnait des meilleurs plans et vers la fin de la production, je faisais des plans assez compliqués techniquement. La pression, c'était la compétition, en fait. C'était, moi, je veux faire ce qu'ils font eux, donc il va falloir que je m'améliore assez rapidement. Il était donc important de marquer les esprits. Décors grandioses, animations léchées, et pour lier le tout, la volonté de créer un personnage principal fort et iconique. Nous allons présenter à Pharaon ton nouveau petit frère, Moïse. Je me rappelle qu'il y avait eu des problèmes, ils avaient énormément de mal à trouver Moïse adulte. Et puis un jour, c'était un vendredi, j'étais sur le dernier plan de CETI, des plans super longs, et on m'appelle dans le bureau de la production. Il y avait tout le monde, tout le studio sauf Jeff, enfin tous les huiles, tous les producteurs, les 3 réalisateurs, les 3 producteurs. Je dis merde, je suis dans la merde, qu'est-ce que j'ai fait encore? Ils m'expliquent, mais ils prennent des pincettes, quoi. En fait, pour la faire courte, c'est est-ce que ça te dirait de prendre la responsabilité de faire Moïse? Alors je dis bon. Oui, parce que, alors il m'explique la raison du pourquoi, du comment. Tu prends le week-end pour décider, tu réfléchis, puis tu me dis ça, Nadine. Et moi, j'ai dit oui, d'accord, oui, je veux bien. Et ils sont presque tombés de la chaise. Je voyais depuis des mois qu'ils s'en sortaient pas. C'est quand même une énorme responsabilité de prendre la responsabilité du personnage principal du premier film DreamWorks, et c'est le personnage où il y avait tout le footage. Je suis passé d'une équipe, un intervalliste, à une équipe de 35 animateurs, 40 assistants, autant d'intervallistes. Je sors du bureau, je traverse la cour, j'arrive dans la cuisine pour prendre un café, il y a Jeffrey qui m'attendait. My hero! Il m'a fait un énorme hug. C'est le premier dessin que j'ai fait de Moïse, le tout premier, c'est celui-là. Spielberg et Katzenberg, ils se sont dit, ouais, d'accord, c'est Moïse, ok, c'est bon. Ils l'ont appelé Sexy Moïse parce qu'il y avait on voyait trop, là. Sexy Moses. J'ai eu quand même la chance que William, il avait quand même développé Moïse quelques mois avant. Il avait fait des plans de jeune Moïse et tout ça. Moi, quand je suis arrivé, j'ai eu juste à le vieillir un peu quand même. J'ai fait ce qu'il fallait, il était super content de moi. Je savais qu'il fallait le faire comme ça. J'ai fait des modèles comme ça. J'ai fait ces trucs-là, tu vois, à l'époque. Et j'ai eu la chance de commencer à travailler sur un personnage où j'ai tout fait.
SETI, c'est toute mon animation. Et puis après, j'ai fait Moïse et c'était mon expérience de superviser un personnage important. Et c'était une super expérience aussi, vraiment bien, quoi. Mais le travail de cet ancien professeur à l'école des Gobelins ne s'arrête pas là. Il doit faire en sorte que les 22 animateurs sous sa responsabilité reproduisent au millimètre près son coup de crayon. Christophe Serron m'a donné un plan de Moïse. Je me suis tellement éclaté, mais aussi on sentait la pression parce que la qualité du film était tellement élevée que j'ai pris du temps. J'ai bossé vraiment beaucoup pour mon premier plan. C'est un plan d'eau tout simple où Moïse met son bâton et il dit Behold the power of God. Avec un plan de Moïse que Christophe Serron faisait de face. D'ailleurs, je l'ai là, je l'ai là. Moi, je faisais le plan de dos qui était juste en face de ça. Regarde le pouvoir de Dieu. Et il y avait un moment où, en fait, la femme qui faisait le clean-up, elle est venue me voir. La charte était tellement compliquée. Les dessins sont super, mais je comprends pas, je sais pas m'en sortir, mais il faut pas faire ça comme ça. Et c'est à ce moment-là où j'ai appris ce que ça veut dire de travailler dans une équipe. J'ai appris tellement des choses, une approche technique, être plus efficace parce que j'étais trop lent. Christophe Serron, il avait vraiment une façon de nous expliquer comment il faut travailler en production et comment devenir plus efficace tout en gardant la qualité. Je pense que pendant ces 3-4 premiers mois, j'ai évolué tellement rapidement et c'était grâce à des gens qui étaient prêts à nous apprendre. James Baxter, par exemple, surtout, en le voyant travailler et de montrer le niveau de qualité, de technique qui était autour de moi. J'ai amélioré énormément. Le film sort le 18 décembre 1998 et rencontre un fort succès d'estime. Les chiffres au box-office, bien que convaincants, n'atteignent pas les sommets auxquels Katzenberg était habitué à Disney. Mais qu'à cela ne tienne, la machine DreamWorks est lancée et un autre film est déjà en production. La Route d'Eldorado, film en animation traditionnelle, mettant à profit les talents et les recrues d'Amblimation et de Disney. Cependant, dans l'ombre, Katzenberg joue double. Et sur un tout autre tableau. Il est maintenant temps de vous parler d'une compagnie qui a longtemps travaillé dans l'ombre pour DreamWorks. J'ai nommé PDI, pour Pacific Data Image. Comme toute bonne start-up de la tech, cette compagnie a vu le jour au cœur de la Silicon Valley. À moins de 6 heures du siège de DreamWorks, ou seulement 1h30 si on a un jet privé. Fondée en 1980 par Carl Rosendahl, avec seulement $25 000, cette petite compagnie était sur le point de transformer le monde de l'animation à jamais et de jouer un rôle clé dans le succès de DreamWorks, même si ce dernier n'en avait pas encore conscience. I had just graduated from Stanford University, but in high school I did a lot of filmmaking. I grew up in Los Angeles and was surrounded by the filmmaking culture. Came up to Stanford, got a degree in electrical engineering. It was the closest thing that you could do to computer science as an undergraduate at the time. And somehow really wanted to combine my interest in engineering and technology with filmmaking. George Lucas was just in the process of building up Lucas Digital. Ed Catmull was going there and the whole team that eventually became Pixar. So I decided I would just start a company myself to do it, knowing really not a lot about it. Il faut bien comprendre qu'on a affaire à de véritables pionniers en images de synthèse. Et oui, il n'y avait pas internet, aucun tuto sur YouTube, d'ailleurs pas de YouTube tout court, aucun logiciel comme Blender ou Maya, tout était à inventer. There was really very little to work with, and everything was text terminals, not graphics terminals. People were using computers to help create images. So it wasn't completely out of the realm of using computers in filmmaking, but using them to generate images was still a pretty rare thing. Ils se sont fait repérer dans l'industrie grâce à des projets innovants pour l'époque, tels que le clip Black or White de Michael Jackson ou le premier épisode des Simpsons en 3D. Ces quelques petits projets leur donnent une crédibilité dans cette industrie balbutiante, mais leur ambition est tout autre. Ils rêvent de faire un long métrage en animation 3D. The 90s were a golden age for animation. I mean, Disney animation, thanks to
Jeffrey Katzenberg had a rebirth and was doing phenomenal work. So there was a huge interest in animation, a big market for it. And then in the 90s, we did 2 waves of pitching film projects. The first one was probably when Pixar announced they were doing their deal with Disney to produce what eventually would be Toy Story. We did a round to pretty much all the studios who were curious about computer graphics and basically all said, no one's going to sit through Tron again. Tron was not a huge hit when it came out originally. So they were curious about it, but it's like no one's going to ever do that again. And then prior to Toy Story coming out, Tim Johnson, who was one of our animators, one of our animation directors, actually took time and developed a few scripts, a few story ideas. And we took those around before Toy Story came out to all the studios again. But our approach was really different. This time it was, there's a movie coming out called Toy Story. It's going to be huge. And after that, you're going to be really interested in doing computer animated features. And we're the people who are ready to do it. Toy Story came out right around Thanksgiving. And then honestly, the next Monday, after the box office results were in, just about all the studios called us back and said, yeah, we want to meet with you again. The one company we couldn't get to before that was DreamWorks that had just started up in the prior year, and they were interested in talking to us. I think we announced to the world that we were doing a deal together in mid-February. After that, it happened really fast. Dans cette période-là, j'ai rencontré un illustrateur qui faisait des livres. Son nom, c'est Guillaume Aretos. On lui avait proposé de partir là-bas parce que comme il faisait un film sur les fourmis et qu'il lui, il avait fait un bouquin sur les fourmis, hop, il l'avait pris du coup dans le art department et il m'a appelé, il m'a dit hey, Denis, on fait un truc qui est super intéressant, on fait un film en animation sur computer, est-ce que ça t'intéresse? Moi, j'avais déjà vu Luxo Junior, et j'avais déjà vu quelques trucs en 3D, j'avais déjà fait un petit peu quelques petits essais. Et du coup, ils m'ont demandé de venir. J'ai pris la petite famille et puis on est parti habiter à Palo Alto. Et puis voilà, c'était l'aventure. Personnellement, moi, je pensais que les États-Unis, ça allait durer le temps du projet. Et donc, je m'étais dit, bon, on va 6 mois, 7 mois, et puis terminer. 2 branches distinctes de DreamWorks se mettent alors à œuvrer en parallèle pour produire des films d'animation. Pourtant, chacune garde son indépendance avec sa propre culture et son fonctionnement spécifique. Alors déjà, il faut que je vous dise que PDI, pour moi, de ma carrière entière, c'est les plus belles années de ma vie, quoi. C'était pas la culture de l'animation, cette compagnie. C'était pas la culture de la 2D. C'était pas du tout la culture de Disney. C'était la culture de la Silicon Valley, des startups, des gens qui sont hyper motivés pour faire des trucs. C'est qu'il y avait une entraide, une solidarité et une communauté qui était juste incroyable. Le patron de PDI avait vraiment une importance, le management avait vraiment une importance par rapport à ça. Il donnait des actions de la compagnie. Donc du coup, moi, j'avais eu 15 000 ou 20 000 actions de PDI. Et ils organisaient des trucs tout le temps. C'était une petite famille. Et comme c'était pas une boîte qui était vraiment grosse, tout le monde se connaissait super bien. C'était tout à la bonne franquette. Vraiment, c'était... je sais pas comment dire. Je sais même pas quel est le mot pour décrire, mais c'était vraiment... c'était la famille, quoi. Ce qui était intéressant, c'était une différence de goût et de style. Avec des équipes hyper techniques et beaucoup plus cartoon à PDI et des équipes beaucoup plus réalistes, on va dire, ici, à Glendale. Et donc, ça faisait vraiment 2 équipes hyper intéressantes qui se complétaient, je trouve, vachement bien dans les films, parce que ça nous permettait d'avoir vraiment des styles assez différents en fonction des films qui étaient faits où. Et les réalisateurs, d'ailleurs, qui faisaient leurs films, étaient assez conscients de ça, en fait. Ils nous avaient fait construire une salle où c'était littéralement une salle de réunion avec un énorme écran. Tout un mur était un écran, avec une caméra directement dans le mur, et la même salle, exactement la même salle à PDI. Quand on était en connexion entre les 2 studios, on avait littéralement l'impression, même s'il y avait un écran entre les 2, d'être dans la même salle avec les gens à 500 km d'ici. Et surtout des équipes de fous, quoi. C'est vrai que PDI, c'était hyper fort, quoi. Katzenberg, qui avait géré le deal entre Pixar et Disney, veut laisser une chance à l'image de synthèse et diversifier les productions de DreamWorks. Il demande donc à PDI de réaliser un film d'animation, Fourmise. Un film à la Woody Allen racontant l'histoire de Z. Une fourmi ouvrière qui remet en question sa place dans la société et qui finira à force de bravoure par se hisser en leader charismatique face à un despote. À 69 km de là, Pixar prépare son 2e film d'animation, 1001 pattes, racontant l'histoire de Tilt, une fourmi ouvrière qui remet en question sa place dans la société et qui finira à force de bravoure par se hisser en leader charismatique face à un despote. Bon,
Vous vous en doutez, ça n'arrange pas les relations entre DreamWorks et Disney. Quant à savoir qui a eu l'idée en premier, on ne peut que spéculer. Le projet avait été financé et pitché à DreamWorks, donc DreamWorks avait investi de l'argent. Je pense que ça plaisait beaucoup à Katzenberg de mettre de l'argent dans ce projet. Ça le mettait en compétition justement avec Bugs Life. Et ils avaient beaucoup investi sur l'écriture. C'est aussi ce qui a fait le succès du film. Déjà, ça donnait le ton aussi de ce que DreamWorks avait envie d'être. T'avais le peplum d'un côté, et t'avais le truc un peu underground, un peu moins Hollywood. Et du coup, ça, c'était un truc qui était super. Parce que du coup, c'était un stimulant pour le studio. Ils mettaient de l'argent, ils voulaient que ça soit bien, ils voulaient montrer qu'on existait. Et enfin, bon, c'était le moment de prouver, en fait, plein de choses. Jeffrey Katzenberg, il faisait ses réunions de compagnie où il parlait un peu de ce qui se passe. Et bien sûr, il parlait de Ants. Tout ce on avait vu, c'était des dessins. Et on trouvait ça très moche. Tous les animateurs sur Le Prince d'Égypte, ils ont tous rigolé ça un peu. J'ai vraiment pas envie d'être proche de ça parce que c'était tellement moche. Après, les gens de DreamWorks, qui étaient là, du coup, bien solides en anime, super costauds et tout, quand ils voyaient ce que nous, on faisait, à PDI, ils se moquaient, quoi. Alors, je me rappelle, ils me disaient, ouais, c'est comme quand vous faites une marche, on dirait qu'ils marchent en arrière et que c'était rejoué dans le sens inverse. C'était des trucs qui étaient des fois, tu vois, qui étaient durs, quoi. Tout le monde me disait, mais Denis, t'es bon en anime, pourquoi tu vas travailler en 3D? Mais c'est nul, quoi. C'est moche. C'est tellement moche. Et il faut dire que les images de l'époque, elles étaient pas terribles non plus, on est d'accord, quoi. Fourmise, il aidait pas trop non plus. Hein. À un moment donné, je me rappelle, Jeffrey, dans un meeting comme ça, il nous parlait de Ants et il disait qu'il avait fait une décision de prendre Ants, de sortir le film 6 mois avant. Et en faisant ça, il sortait le film avant A Bug's Life, qui était le deuxième film de Pixar. Il y avait un film qui était sorti. Hein. Il y avait Toy Story, c'est tout à l'époque. Hein. Donc, celui qui allait sortir en deuxième, c'était quand même important. Comment ils allaient faire, quoi? Parce que en 2D, tu peux pas ajouter 40 animateurs pour sortir un film. Ils nous ont fait faire des overtime. Hein. Il était clair que pour Katzenberg, c'était important qu'on sorte avant Bug's Life. Déjà, il y avait un peu de rivalité. Et en plus, on travaillait sur des sujets qui étaient quand même très, très proches. Il y a eu des coïncidences. Je ne crois pas que Katzenberg voulait absolument faire un film avec des insectes juste pour embêter. Mais c'est bien tombé, on va dire. Et nous, ça nous a fait travailler dur parce que comme on n'était pas très nombreux déjà dans l'équipe et qu'en plus, il fallait faire l'anime en moins d'1 an, on a eu des cernes quand même sous les yeux pour le finir. There's a reason that the first movies, the fully animated movies came out, were plastic toys and exoskeleton insects and then robots, because those things are really doable. C'est donc tout naturellement que ces deux compagnies se sont retrouvées sur les mêmes créneaux. D'ailleurs, ce conflit, s'il a bel et bien existé, n'est resté qu'entre des exécutifs. Les artistes, eux, voulaient simplement faire des films et n'avaient aucun problème à alterner entre les deux studios. C'est le cas de Rex Grignon, un animateur canadien qui a travaillé sur le premier Toy Story et qui sera un pilier du développement de l'animation 3D à PDI et à DreamWorks. Vu que Pixar a été à 40 km, tu as traversé le pont, il y avait beaucoup de connaissances qui passaient d'un côté à l'autre. Et c'était quand même aussi les dinosaures, quelque part, de l'époque. Et ils avaient créé les fondations de cette industrie. Personne ne pouvait avoir l'idée que ça allait devenir une industrie à blockbuster. Moi, j'aimais bien ça, le côté garage de cette époque-là, j'adorais. Ils m'ont pris comme sup parce que je commençais déjà à avoir un bon bagage en anime. Mon bagage sur un ordinateur, il était... il est où le switch? Pourquoi une spacebar? Pourquoi Hunter? Expliquez-moi. Qu'est-ce qui se passe derrière la vitre? Du coup, ils m'ont pris comme ça, ils m'ont dit ça va bien se passer. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Et oui, ça s'est bien passé, sauf que ça a pris du temps quand même. J'étais à l'école en fait. J'ai l'impression que la première année à PDI, ils m'ont tellement appris. Le film a amené des avancées majeures pour la 3D, avec notamment la toute première simulation de fluide avec un système de particules, un système d'animation faciale révolutionnaire qui a valu une récompense à son créateur Dick Walsh, ou encore de nouvelles techniques pour gérer les foules et pouvoir afficher un grand nombre de fourmis à l'écran. Des techniques, pour certaines, encore utilisées aujourd'hui. On avait des génies. On avait juste des génies. Sur Fourmise, on n'a pas d'eau. Ok, on va écrire un truc, on va faire un software. Allez, on fait de l'eau. Maintenant, en FX, par exemple, c'est plus des boutons, des machins, on gère les particules, on fait des sims, on recommence. À l'époque, non, c'était pas ça. Tu tapes du code. Il n'y a pas, faut le fabriquer. On sait pas comment faire une énorme boule avec des fourmis. Oh bon, on va trouver un truc et on va faire du code. On avait vraiment des ingénieurs incroyables. On était invités pour un screening pour voir Ants, tout en pensant que ça allait être nul. Et le film était super. Le film était divertissant. Pour nous, on était tellement surpris. Le film sort le 2 octobre 1998. Le box-office est mitigé. Mais l'objectif est atteint pour Katzenberg et pour PDI, mettre un pied dans le monde du film d'animation en images de synthèse.
Ça y est, l'échiquier est en place. DreamWorks Glendale pour l'animation 2D, Pacific Data Image pour l'animation 3D, et une collaboration avec le studio anglais Hardman pour la stop motion, avec notamment les films Chicken Run et Souris City. DreamWorks a donc toutes les cordes à son arc pour s'imposer en concurrent à Disney en animation. Malheureusement, une de ces cordes va leur péter entre les doigts. La Route d'Eldorado, mis en chantier à la fin de la production du Prince d'Égypte, est sorti au cinéma en l'an 2000. C'est un échec cuisant au box-office, avec seulement 76 millions de dollars de recettes pour un budget de 95 millions. Au total, le film aura engendré une perte de 115 millions de dollars. On voyait que les films 2D faisaient de moins en moins d'argent. La synthèse commençait à avoir du succès et que ces films avaient plus de profit pour le studio. Et je pense que Katzenberg, il avait appris quelque chose de Disney, c'est-à-dire que l'animation est toujours at the forefront, au cutting edge de la technologie et le côté artistique. Et pour lui, c'était d'amener la 3D à l'intérieur d'une production de 2D était l'avenir, une façon pour rafraîchir le côté 2D. Dans l'idée, c'était une bonne idée, mais cette idée est arrivée trop tôt parce que les frais pour intégrer la 2D et la 3D étaient trop grandes. Katzenberg, il appelait ça tradigital et à l'intérieur, les animateurs, nous on appelait ça Ridiculous. Katzenberg, encore fortement influencé par ses années chez Disney, n'en démord pas. L'animation traditionnelle a toujours sa place. 2 autres films en animation 2D sont donc lancés en production. Le premier est Spirit, l'étalon des plaines, qui raconte l'histoire d'un cheval pendant la conquête de l'Ouest. Mon rêve, c'était de devenir animateur en 2D. L'idée d'abandonner le dessin, ça n'a même pas rentré dans ma tête. Je venais d'être superviseur sur Spirit, où j'ai vécu peut-être mon plus grand moment de ma carrière en 2D, où je supervisais l'aigle, et on travaille sur un cycle qui plus tard est devenu très important pour moi. En fait, j'ai analysé un cycle de vol d'un oiseau. J'ai développé un système avec lequel en 8 dessins, tu peux faire un battement d'aile avec tout ce qu'il faut pour vendre ça d'une façon convaincante. J'ai analysé ça tellement précisément que ce battement d'aile m'a aidé avec mon travail sur Dragons plus tard. Mes premiers plans, c'était une séquence où James Baxter, il animait le cheval, Spirit, et moi j'animais l'aigle. C'était une séquence d'1 minute, et moi j'allais faire ça en 2D. Et à un moment donné, ils me disaient qu'ils allaient faire ça en 3D. Qu'est-ce que j'en pensais ? Et je dis, mais non, mais ça va pas être aussi bien, mais en synthèse, ça va être moche. C'est le premier plan dans le film. Donc, vous allez ouvrir un film d'animation en 2D avec un plan entièrement fait en 3D. C'est fou, c'est une mauvaise décision. Spirit sera lui aussi une déception au box-office, avec 122 millions de dollars de recettes pour un budget de 80 millions. L'animation traditionnelle à DreamWorks ne marche pas fort, mais ce n'est pas inhérent au studio. Les goûts du public évoluent, et les spectateurs se désintéressent de la 2D au profit des nouveaux films en 3D avec des visuels jamais vus auparavant. D'ailleurs, l'animation 2D n'est pas la seule à souffrir de ces changements, car en 2006, la compagnie met fin à son partenariat avec Hardman, signant ainsi la fin de la stop motion chez DreamWorks. Il y avait plusieurs films qui étaient déjà assez avancés et il y avait une sorte de commitment avec tous ces gens-là de continuer à faire la 2D tant qu'ils faisaient un peu d'argent parce que peut-être c'était un problème de film en fait, il n'y avait pas encore les bons films. Un dernier film va définitivement sceller le destin de l'animation 2D chez DreamWorks. Sinbad, la légende des 7 mers. Sorti en juillet 2003, à peine 2 mois après le triomphe du monde de Nemo des studios Pixar, le film subit un échec retentissant. Il reste l'un des plus grands fiascos financiers de l'histoire de l'animation, entraînant une perte colossale de plus de 189 millions de dollars pour DreamWorks. Cet échec marquera la fin d'une époque et signera l'abandon définitif de la 2D par le studio. Effectivement, quand on a bossé sur Sinbad, on a bien eu conscience qu'on allait dans le mur. Donc on fait des tests un peu publics, etc. On a des études marketing pour voir si ça va fonctionner. Et on se rend compte que Sinbad, c'est pas un film extraordinaire. Et en plus de ça, il semble que les gens s'en foutent un peu, quoi. Il y a eu des réunions où effectivement Jeffrey, on lui a posé des questions, il essayait de faire bonne figure, d'une façon agressive en plus. Il a été décidé, alors personne ne l'a dit vraiment, mais de continuer Sinbad parce que ça coûtait trop cher de l'arrêter. On a déjà dépensé tout l'argent sur l'écriture qui coûte très cher, sur le développement qui coûte très cher, sur les acteurs qui coûtent très cher. La production pure, c'est plus grand chose en fait à ce moment-là. Finir le film et essayer de récupérer un peu d'argent, c'est peut-être la meilleure solution. Les films hollywoodiens, c'est un énorme convoi, tu le mets en branle et puis pour l'arrêter, c'est impossible, quoi. Est-ce que ça valait le coup de le mettre en chantier ? Effectivement, je pense que c'est une question que certains sont posés. Moi, je me suis demandé, ouais. Tiens, fiston, tu as mérité de porter cette étoile. J'ai pas le droit, je suis pas un héros comme vous. Enfin,
pas pour de vrai. Oh, peut-être que non. Peut-être que les vrais héros sont les derniers à s'en apercevoir. Mais toi, tu m'as tiré du caniveau, alors je te dois une fière chandelle. Surtout n'oublie jamais, Faïeul, le crépuscule d'un homme voit se lever l'aube d'un autre. Je ne sais pas ce qu'il y a là-bas au-delà des collines. Mais si tu chevauches toujours plus loin, la tête haute, le regard droit, le cœur vaillant, un jour tu t'apercevras que c'est toi, le héros que tu as toujours cherché. Je voyais le futur dans la 3D et je voyais plus le futur dans la 2D. Ça faisait déjà partie des choses qu'on sentait venir, en fait. C'est un truc un peu darwiniste, en fait, quelque part, tu vois. Et les trucs qui fonctionnent plus, ils meurent un peu, quoi. Et c'est bien dommage, parce qu'artistiquement, c'est quand même quelque chose de fabuleux. DreamWorks dit donc adieu à l'animation traditionnelle une bonne fois pour toutes. Disney, de son côté, a raté le virage de la 3D et entame une traversée du désert, laissant Pixar seul, au sommet, avec des films toujours plus innovants. Après 10 ans d'existence, se pourrait-il que ce soit déjà la fin pour DreamWorks Animation ? Shrek, le film qui a sauvé DreamWorks. 484 millions de dollars au box-office mondial, 8 fois le budget du film. Le plus gros succès de DreamWorks, toutes catégories confondues. En 2001, il est même sur le podium en 3e position, après Harry Potter à l'école des sorciers et Le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau. Ça y est, DreamWorks a trouvé son style. Un ton irrévérencieux, un film anti-Disney à tous les niveaux et un casting 5 étoiles. Renversant les stéréotypes, Shrek raconte l'histoire d'un ogre qui part sauver une princesse et découvre un amour qui dépasse les apparences. Ce n'est pas seulement une réussite financière, c'est un véritable phénomène culturel. Hey now, you're an all-star, get your game on, go play. Hey now, you're a rock star, get the show on, get paid. That's all that glitters is gold. Only shooting stars break the mold. Personne ne croyait à ce film. Et certainement pas Jeffrey Katzenberg. En 1991, Steven Spielberg acquiert les droits du livre Shrek de William Steig, auteur de livres pour enfants. Son projet initial est d'en faire un film d'animation traditionnel sous le label Amblimation, avec Bill Murray envisagé pour incarner Shrek et Steve Martin pour le rôle de l'âne. Cependant, la fermeture d'Amblimation pousse le projet à migrer vers la Californie, sous l'égide de DreamWorks. Dès 1994, Shrek entre en production en parallèle avec Le Prince d'Égypte. Jeffrey Katzenberg confie alors le développement en images de synthèse à un petit studio, Propeller Heads, dirigé par J.J. Abrams. L'intention d'origine est d'adopter une approche sombre et audacieuse avec un budget limité. La technique envisagée pour l'animation est la motion capture, une technologie encore à ses débuts. Après plusieurs mois de travail, un premier test d'animation est présenté à Katzenberg qui déteste le résultat. En voyant les images, il est difficile de lui donner tort. Give me your loot, fat boy. Ah, bite me. Après ce désastre, Katzenberg décide de renvoyer l'équipe de Propeller Heads, de relancer l'écriture du film et de confier le projet à nos amis de PDI. Alors, la fin de Fourmise, il y a eu un gap d'1 an. Mais en même temps, quand tu as une équipe qui est super solide, une techno qui est en train de croître, tu as investi, tu veux pas laisser partir tout ça dans la nature. Donc, du coup, ils avaient décidé de garder toute l'équipe, salaire à 100%, jusqu'à ce qu'ils soient décidés sur le choix du prochain projet. On a su assez rapidement que ça allait être Shrek, mais vu que c'était pas prêt, on ne pouvait pas travailler tout de suite. Le développement de Shrek sera marqué par de nombreuses révisions, avec plus de 20 versions de scénario et d'innombrables ajustements. Plusieurs réalisateurs se succéderont à sa tête, dont Henry Selick, célèbre pour L'étrange Noël de Monsieur Jack. Finalement, le projet est confié à Andrew Adamson, directeur des effets spéciaux chez PDI, et Vicky Jensen, storyboardeuse sur La route d'Eldorado. C'est sous leur direction que l'histoire prendra la forme que nous lui connaissons aujourd'hui. Tous ces aléas donnent au film la réputation de projet maudit.
Vu que j'avais beaucoup de contacts à DreamWorks LA, je savais que de travailler sur Shrek, c'était pas une récompense. C'était un peu le projet qui était là, qui devait être fait. On n'avait pas la vision globale du film, en fait, sauf les deux réals et le producteur. Il y avait Aaron Warner, qui était vraiment le chapeau pour moi de ce film. Il était là tout le temps, partout. Et lui, Vicky et Andrew, c'était les trois piliers du truc. Et vraiment, eux, ils avaient une vision. Nous, on savait pas trop. Moi, j'y croyais pas trop en anime. Dans le département, d'une manière générale, on n'y croyait pas trop. Parce que nous, quand on avait les screenings, on faisait ça va où. Le succès de Shrek et la force de son identité reposent en grande partie sur son écriture audacieuse et son ton irrévérencieux, totalement révolutionnaire pour l'époque et en rupture avec les codes traditionnels des films d'animation. Première fois qu'on voit en CG des humains. Ça reste quand même un gros film au visuel qui était impressionnant pour l'époque. Ça prend le contre-pied de toutes les fairy tales que tout le monde connaît. Il y a des blagues et un ton qui est pour les adultes et pour les enfants. C'est popcorn par excellence, quoi. Unité du lac, c'est un monde parfait. Chez nous, on te croque, chez le juge de paix. Pas de blague, pas de vague, ne marche pas en zigzag. Du lac est un monde parfait. Ne saute pas les talus, lave tes pieds, lave ton nez. Du lac est un monde D'après la légende, les animateurs qui n'étaient pas à la hauteur sur d'autres productions de DreamWorks comme Le Prince d'Égypte étaient affectés à Shrek, en guise de punition, un processus surnommé en interne envoyé au goulag ou Get Shreked. Ça n'a pas été perçu comme ça, partir au goulag. Mais c'est vrai qu'il y a des animateurs de Disney qui n'ont pas réussi à animer des trucs, alors sur le Prince d'Égypte, et après Eldorado, et puis Spirit, c'était quand même compliqué au niveau de l'animation. Surtout les animateurs cartoon. Tu sais, les animateurs qui avaient fait des trucs un peu dans le style du génie d'Aladin. Entre les animateurs, il y avait en fait des conversations par rapport au niveau des gens. Il faut dire que Le Prince d'Égypte, c'est une anime très réaliste. Et l'anime très réaliste demande une certaine technique. Les animateurs qui venaient d'un film qui est beaucoup plus cartoony, ils avaient du mal quand même à créer des animations anatomiquement correctes. C'est vrai qu'il y a des animateurs, je ne vais pas citer leur nom, mais on a essayé de les mettre dans d'autres départements et dans d'autres spécialisations. Non mais ça, c'est l'image que DreamWorks, au niveau artistique, avait de PDI. Ah, si tu travailles pas bien sur Prince d'Égypte, on va te mettre sur Shrek. Hein. Alors, il faut aussi savoir de quoi on parle, parce que dans l'animation, quand on était animateur sur Prince d'Égypte, on ne pouvait pas être animateur sur Shrek. C'était impossible, parce que c'était de la 3D. C'était impossible, et puis c'est surtout, en fait, je pense que c'était un truc d'égo d'artiste. Et ils aimaient bien se moquer un petit peu quand même, faut être honnête. Mais bon, c'était pas tout le monde non plus. C'est vrai que le projet, il n'avait pas cette appeal que peut avoir certains projets. À l'origine, c'est Chris Farley, célèbre comédien du Saturday Night Live, qui devait prêter sa voix à Shrek. Il avait enregistré près de 95% de ses dialogues avant de décéder tragiquement d'une overdose dans son appartement de Chicago. Pour le remplacer, DreamWorks fait appel à l'acteur canado-écossais Mike Myers, connu pour son rôle dans Austin Powers. Mike Myers expérimente plusieurs accents avant de finalement opter pour un accent écossais après avoir enregistré ses répliques avec son accent canadien naturel. Ce changement entraîne un surcoût de 4 millions de dollars pour DreamWorks, contraint de réenregistrer et de réanimer l'ensemble des dialogues de Shrek. Ah ouais, on était juste pas contents, quoi. C'est tout. T'as commencé à faire des trucs et puis on te dit bah non, t'arrêtes, tu recommences. Alors que bon, déjà, il y avait déjà tellement de réécriture, il y avait déjà tellement de trucs. Mais bon, ça aussi, c'était quand même relativement tôt. Bien que PDI ait déjà réalisé Fourmise, la technologie en était encore à ses débuts. Et de nombreux défis restaient à relever pour donner vie au film. Et donc du coup, c'était aussi pour nous la première fois qu'on allait faire des humains dans un univers en 3D. Et du coup, c'était vraiment super challenge quand même. En animation, je me rappelle qu'on nous avait remonté un peu les bretelles au début parce que je disais, ouais les gars, arrêtez de faire bouger les briques, c'est bon, faut que ça bouge, c'est humain, il faut que ça respire et tout. Et au niveau de la techno quand même aussi, on était encore un peu juste. Hein. On n'avait pas de playblast, on ne pouvait pas voir les visages. Tu mettais une box, t'animais ton truc, ou alors t'animais juste la box, le visage, et t'oubliais le body, et t'allais manger, et t'allais regarder les calculs après, quoi. Ça obligeait à réfléchir quand tu faisais ton anime. Quand je tape 90, ça veut dire que mon bras, il est comme ça. Quand je suis à 0, quand il est comme ça. Quand je mets l'orbite à 90, il est là, là, là. Et du coup, tu fais, j'ai mis ça, donc ça veut dire ça. Ok, maintenant, je fais mon anime, j'envoie les calculs, je reviens, je regarderai à quoi ça ressemble. De faire mieux, ça aurait été difficile quand même. Je vais te donner un exemple. Tu vois, les villageois, là, j'en ai animé de ces personnages-là. Moi, quand je voyais les modèles,
C'était pas les mêmes. Donc, moi, je voyais un certain personnage et je pensais qu'il était maigre ou ceci, qu'il avait telle proportion, ceci, cela. Et je le voyais après, avec le render, mais c'était pas la même chose. C'était plus le même personnage. Mais vraiment plus le même personnage. Donc, si tu veux, quand tu as une représentation de ton travail et que tu n'as pas les éléments pour pouvoir les voir, hein, au niveau design, etc., le nez là, qui change de taille, etc., du coup, ça change tes perces, ça change ta direction de regard. Mais c'était une super expérience aussi dans la mesure où PDI, comme c'était une famille quelque part, quand on allait en Delise, tout le monde parlait. Il n'y avait pas un réal qui s'assoit, on va faire ci, on va faire ça. C'était genre, ah tiens, bon, on va regarder ça, ok. Ah, j'ai pensé à ça, j'avais vu ça l'autre jour et je me suis dit ça. Du coup, des délices qui étaient interminables un petit peu quand même. S'il y avait 25 personnes dans la salle, il y avait 25 cuisiniers. Mais c'était quand même un truc très agréable à ce niveau-là. Il y avait une ouverture d'esprit incroyable. Suite au succès retentissant de Shrek au box-office, Jeffrey Katzenberg use de son influence à Hollywood pour encourager à la création de l'Oscar du meilleur film d'animation, avec l'ambition évidente de remporter le tout premier trophée. Le 24 mars 2002, Shrek se retrouve en compétition dans cette nouvelle catégorie, face à Jimmy Neutron et surtout Monstres et compagnie, le dernier né de Disney et de Pixar, le grand rival de DreamWorks. Et contre toute attente, And the Oscar goes to Shrek. Quand ça a marché, on était tous les yeux écarquillés. Mais qu'est-ce qui se passe? On trouvait ça très cool. Et ça a l'occasion de faire une petite photo rigolote, tu vois, avec le Shrek en carton et l'Oscar dans la main. Il n'y avait pas ouais, on a réussi à faire ça, c'est comme ça maintenant. Non, c'était ouais, c'est juste, c'est chouette. Hein. C'est une consécration pour DreamWorks. Après son immense succès au box-office, Shrek marque l'histoire du cinéma d'animation. Dans la foulée, PDI est définitivement intégré au sein de DreamWorks, scellant ainsi leur collaboration. Hans a été financé par DreamWorks. Shrek a été financé par DreamWorks. Quelque part dans ces années-là, au niveau du payroll, ils avaient passé la comptabilité du coup à DreamWorks. On est devenu complètement dépendant de DreamWorks. Le backbone financier, c'était eux. Le patron de la boîte, il voulait que son entreprise grandisse. Elle a grandi par l'intermédiaire de DreamWorks. Donc si tu veux, au bout d'un moment, il était clair qu'il fallait qu'il y ait une fusion qui arrive ou une séparation. Et après, je pense que c'est un jeu de requin aussi, mais Katzenberg, il a fait si je te lâche, t'es mort. Alors du coup, qu'est-ce que tu choisis? And then we had to negotiate. The negotiation process was a little painful. They came back and completely lowballed it. They said, we'll give you a small amount of money for it. It's like, no, it's worth a lot more than that. And their argument was, well, we own 40% of the company. It's not like there's a big market to buy 40% of the company out there. So you're kind of stuck with whatever we tell you it's worth. Il était pris à la gorge, en fait, parce que s'il était lâché, il repartait quelque part plusieurs années en arrière. Hein. Alors, les gens lui ont voulu qu'il ait vendu si peu cher qu'on ait tous perdu tous nos stocks. Pour avoir le nombre de parts, pour pouvoir augmenter, il fallait qu'il rachète les parts. Donc, les parts, elles étaient évaluées à l'époque à $15. Il les a rachetées à 50 centimes. Bon, si tu veux, c'était quand même assez difficile à avaler. Ceci dit, DreamWorks était extrêmement généreux aussi. Okay. C'était juste l'acquisition qui a été douloureuse pour les employés de PDI. Mais donc, moi, je trouve que Carl avait fait quelque chose de quelque part très honorable. C'est-à-dire qu'il a préféré lâcher pour beaucoup moins, sachant que tout le monde restait. Et la boîte continue d'exister. Donc lui, en fait, c'était juste plus sa boîte. Il l'a revendue. Et nous, la vie continuait comme si c'était la même chose qu'hier. Donc en gros, il a fait un espèce de sacrifice, je dirais presque. C'était son bébé, ouais. Et il l'a lâché au bénéfice des employés, qu'au bénéfice de son ego et de son portefeuille. Quand tu le vis au jour le jour à cette époque-là, les gens étaient vexés et potentiellement pouvaient être en colère contre la transaction, mais en quelque part avec leur recul, SKG aurait dû dépenser plus. Ils l'ont pas fait. On a continué d'exister, on a fait Shrek 2, on a rapporté encore plus d'argent. Et ils étaient extrêmement généreux aussi. Ils ont donné des bonus sur le Shrek 1 ou sur le Shrek 2, incroyable. Et ils nous payaient bien, ils nous respectaient, ils nous payaient la bouffe le midi, enfin, il y avait la salle de gym, la piscine, enfin, on peut... Katzenberg avait vraiment un respect sans limite pour ses artistes. Pour lui, c'était clair que s'il n'y a pas d'artiste, il n'y a pas de film. Face à cette évolution, l'ambition de DreamWorks devient évidente. L'avenir est à l'animation en images de synthèse. Merci Carl Rosendahl, adieu PDI, bienvenue
PDI DreamWorks. L'image de synthèse commence à s'imposer d'elle-même dans le cœur de l'audience au cinéma. À Glendale, pas le choix, on doit s'y mettre aussi. Plusieurs films sont lancés en production, dont Gang de requins, Nos voisins les hommes et Souris City. Mais la transition n'est pas évidente pour tous les artistes. Tous les animateurs 2D qui étaient d'un niveau de supervision, qui avaient fait ça pendant des années, qui avaient des habitudes et tout ça, tous ceux qui se sont mis à la 3D, les premières semaines, tu as l'impression de te jeter à l'eau et de te noyer. On n'était pas très bons quand même dans l'ensemble, quoi. Faut être honnête, quoi. On manquait d'expérience, c'était un truc tout neuf, donc forcément, il fallait faire ses armes. L'expérience de la 2D et de l'apporter dans la 3D, c'était pas forcément très vrai, quoi. Il fallait d'abord complètement digérer la 3D pour ensuite progressivement pouvoir intégrer les trucs de la 2D. C'est comme un quelqu'un, tu dis, il est super musicien, il joue du violon comme un fou, c'est grandiose. Fais la même chose avec un piano. Ben, le mec, il va faire, je sais pas jouer du piano. C'est pas les mêmes instruments. Ce qui était vachement difficile pour moi, c'était en fait, je venais vraiment de l'animation 2D, donc du line test. Et c'est une chose de lire des line tests et de comprendre l'animation, de voir les spacing et tout. De voir les volumes qui bougent, c'est un truc complètement différent. Si on est trop attaché au dessin, la 3D, c'est compliqué. Et puis, le fait de voir des jeunes, ton assistant, il fait 2 fois mieux que toi, quoi. C'était un moment assez excitant. Il y avait la 3D qui arrivait, qui était évidemment plus facile pour nous. Les jeunes recevaient des opportunités pour superviser des personnages. Donc, en même temps que moi, je réalisais que la 3D offre quelque chose que la 2D ne peut pas, j'avais des conversations avec mon pote Fabrice Joubert, qui aussi s'intéressait à la 3D. Il voyait les signes à l'horizon que, en fait, la 3D va rester. Et donc, on s'est offert à être les premiers pour apprendre la 3D. Et en fait, ça nous a donné beaucoup d'opportunités pour l'avenir. Pendant 3-4 films, on allait dans toutes les directions sur Shark Tale. En fait, ils voulaient faire de la synthèse d'une façon 2D, qui voulaient par exemple faire que des clés avec des charts, que d'autres gens faisaient les intervalles. On était toujours coincés dans cette idée de faire des films 3D comme un peu de la 2D parce qu'on pensait que ça allait être mieux. Il faut aussi dire que ce moment-là, Katzenberg a fait une décision, plutôt que de trouver des animateurs 3D à l'extérieur, de prendre tout le monde et leur donner 3 mois d'apprentissage pour apprendre la synthèse. Tout le monde. La compréhension des gens comme Denis Couchon, Rex Grignon, des animateurs qui venaient de PDI, qui étaient très très techniques, mais qui voulaient comprendre les challenges que nous on avait et qui voulaient nous aider aussi à s'améliorer. À la fin de Shrek, il m'avait envoyé pour être le mentor des superviseurs d'anime de 2D à LA. Et ça, c'était rigolo. Et je t'avouerais que de faire des délices et de donner des notes à James Baxter ou à Dan Wagner, c'était bizarre. Souvenez-vous, les petits génies de PDI étaient des pionniers en images de synthèse. Là où à Glendale on se contentait d'utiliser Maya, un logiciel tiers développé par Autodesk, les petits génies du PDI, eux, avaient développé leur propre logiciel d'animation. Et c'est aussi pour ça qu'on a été racheté. Et la deuxième chose aussi, c'est que DreamWorks, au départ, ne voulait pas de la techno de PDI. On se sent à l'aise avec les outils avec lesquels on travaille. Donc, quand on travaille avec Maya, par exemple, on dit, Maya, c'est ça que je veux faire, parce que c'est ça que je connais, c'est ça que j'aime, et je le connais bien. Et pourquoi vous iriez m'imposer cette technologie qui est locale et qu'il n'y a que eux qui connaissent? Tu ouvrais une scène sur Simbad en 3D, tu sais, rien que pour ouvrir le shot, j'en ai quand même pas loin d'1 heure et demie, quoi. Et si je travaille 10 minutes sans cracher, j'ai de la chance. Donc, je peux arriver à environ à peut-être 1 heure de travail par jour, maximum, hein. Et du coup, Katzenberg, il est smart, il dit, écoutez, les gars, vous voyez les gars là, les mecs là, ils ont fait à 18, ils ont fait un long métrage, quoi, en anime, quoi. Ok, c'est peut-être pas le truc le plus extraordinaire au monde, mais les outils sont efficaces, ils fonctionnent et ils sont stables. Hein. Et à l'époque, les rigs de PDI étaient beaucoup plus compliqués, beaucoup moins interactifs, mais c'était un système très très solide. Moi, je savais même pas ce que ça veut dire de cracher, quoi, à PDI. Ouais, ça arrive, mais oh là là, j'ai craché, oh mon Dieu, oh, les 5 mecs qui arrivent, qui font, mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Ce logiciel s'appelait Electronic Motion, rapidement surnommé eMotion, puis IMO. IMO, pour moi, c'était l'essence de l'anime en 3D, avec juste le minimum vital pour pouvoir faire tout, avec assez peu, en fait, de modules et d'éléments. C'est une énorme spreadsheet. Quand on anime un peu, il faut attendre de faire un calcul pour voir le résultat de nos animations. Tout est assez compliqué, en fait, pour animer ça. Tout est un peu raide, du coup. Les faciaux sont animés avec des sliders qui sont nommés en fonction des expressions faciales. À l'époque, ils tapaient des chiffres dans des channels et ils arrivaient à interagir avec le personnage pour monter un bras, pour monter les expressions. Ils avaient des listes d'expressions. Alors, quand c'est smile, quand c'est open mouth, close mouth, tout va bien. Quand on parle un peu d'anglais, ça va à peu près. Mais quand c'est poker, flare et frown, non, mais j'étais paumé, mais complètement
perdu, quoi. Donc, je comprenais rien de ce que ça voulait dire. Donc, il fallait que je teste tout un par un. Donc, un vieux soft très solide. C'est animé avec une machine à laver un peu, quoi. C'était waouh. On avait une réunion une fois par semaine où tous les Head of Character Animation se sont réunis, où les gens de PDI étaient en face de nous, en fait. Et c'est à cette époque-là où, en fait, on est devenus amis. C'était beaucoup plus facile maintenant de commencer à voir un peu le point de vue de l'autre groupe. C'est vraiment la raison pourquoi aussi les films au niveau de l'exécution des personnages se sont tellement améliorés pendant ce temps-là. Les technologies sont maîtrisées, les artistes formés et les deux entités de Glendale et de PDI travaillent de concert. Tous ces éléments augurent le début d'un âge d'or pour DreamWorks. Après des débuts animés, DreamWorks a donc enfin les moyens de ses immenses ambitions. Face à son adversaire Pixar, qui enchaîne les succès au box-office, le studio doit s'assurer lui aussi de frapper fort. Premier coup porté, Shrek. Après le succès phénoménal du premier film, une suite est logiquement lancée à PDI DreamWorks. Mais cette fois-ci, contrairement au premier opus, tout le monde voulait travailler dessus. Il y avait Too Many Cooks in the Kitchen. Quand il y a eu Shrek 1, ça a cassé tellement la baraque que tout le monde a voulu aller à Shrek 2 au niveau des exécutifs. Les gens qui ont bossé sur ce film qui m'ont dit c'est un enfer de bosser dessus. On m'a vendu Shrek 2, j'ai dit non. Et on m'a laissé tranquille à partir du moment où James Baxter, il a dit oui, lui. DreamWorks a commencé à mettre des animateurs de LA aussi. Pour être honnête, ça a bien commencé à aider à faire monter le niveau aussi. Là, je me rappelle des plans de James Baxter, là. Wow. Ils ont donné une touche technique sur Shrek. Je pense qu'il a impressionné pas mal de gens. James Baxter, il avait fait un test d'un cheval. Auriez-vous vu, mesdames, mon âne? Un âne? Qui a parlé d'un âne? L'âne, tu es... L'étalon municipal, je hennit. Je compte jusqu'à 2. Regarde-moi, Shrek. Je fais le trou. Efficace, la potion. Ils mettent quoi dedans? Ça a ouvert les yeux aux animateurs 2D qui voulaient pas vraiment faire la 3D. Waouh, c'est ça ce qu'on peut faire. Et si lui, il arrive à le faire, peut-être c'est quelque chose pour moi aussi. Il ne maîtrisait pas plus la 3D que personne. Son workflow, il était très bancal, mais les gens étaient là. Non, mais comment il fait? Et donc, il a été promu superviseur en 3D. Le film a rapporté près d'1 milliard de dollars pour un budget de 150 millions. Outre le succès financier, DreamWorks continue de repousser les limites de ce qu'il est possible de faire en 3D. Sur ce deuxième opus, deux artistes, Éric Tabellion et Arnaud Lamorlette, ont reçu l'Oscar de la performance technique pour la mise en place innovante d'un moyen de gérer la lumière en 3D, appelé Global Illumination. Une méthode permettant de faire des éclairages en images de synthèse plus réalistes que jamais. Ta-da-da! On est sexy! DreamWorks ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et va continuer à exploiter le filon Shrek avec 2 suites supplémentaires. Le succès est au rendez-vous et le studio entend bien capitaliser sur l'univers qu'il a su installer. D'ailleurs, sur le 4e volet, une petite surprise attendait Christophe. Et ça, là, c'est censé être quoi? Un pauvre vieillard traumatisé. Ne l'écoutez pas! Ces ogres sont tous des gros blards! Le character designer, c'est quelqu'un que je connais très bien, qui s'appelle Patrick Maté. Je téléphone. Je suis avec les élèves des Gobelins. Ils me soutiennent que voilà, je suis Gepetto dans Shrek 4. Et il m'a répondu « J'espère que t'es pas fâché ». En tant que spectateur, on peut penser que ces suites ont peu d'intérêt artistique et ne représentent pas une grosse prise de risque. En revanche, elles vont assurer à DreamWorks un coussin financier qui permettra de garder les équipes et d'assumer les futurs projets plus ambitieux et plus risqués. Un autre projet cher à Katzenberg est mis en route à PDI DreamWorks. L'histoire de 4 pensionnaires du zoo de Central Park qui se retrouvent accidentellement expédiés dans la nature sauvage de Madagascar. J'étais un petit peu rockstar sur Shrek en anime. Il m'avait demandé de commencer à réfléchir sur Madagascar. Donc j'allais voir le modeling, j'allais voir les designs, j'allais voir tout ça. Et surtout, comment on pourrait faire pour que ce soit plus facile? Comment on pourrait faire pour devenir plus cartoony? J'avais un background où je pouvais dessiner, donc je pouvais m'exprimer d'une manière visuelle sans avoir besoin d'images déjà faites. Et du coup, apprentissage au même moment du rigging. Apprentissage pas pour faire le rig en lui-même, mais pour comprendre comment les choses se passent.
Technologiquement, il fallait qu'on trouve des moyens de rendre les trucs beaucoup plus organiques et avec des déformations. On était dans une petite compagnie quand même, et on faisait des développements de trucs incroyables, complètement nouveaux. On pouvait ensuite tester, appliquer, en faire des films. C'était juste un bonheur, dans une ambiance en plus incroyable. C'est un carton au box-office. Avec un budget de 75 millions, il rapportera 556 millions de dollars à DreamWorks. Comme pour Shrek, le succès du film engendre naturellement des suites. Madagascar 2 et 3 sont donc mis en chantier. Mais pendant Madagascar 2, on voit plus loin, plus gros. Le studio décide de s'internationaliser et de s'implanter en Inde. Une antenne du studio de Technicolor va donc être dédiée à DreamWorks et s'appeler Dedicated DreamWorks Unit. En 2007, DreamWorks a décidé de vouloir ouvrir une entité en Inde. J'avais eu la chance d'être là à ce moment-là, de vouloir le faire. Ça fait des années que j'anime, maintenant, pourquoi pas faire autre chose, quoi. Pour cette nouvelle aventure à l'autre bout du monde, le studio a besoin de former les nouvelles recrues indiennes. Et pour cela, ils vont chercher les talents à la source. Les Français cartonnent à l'export, notamment aux États-Unis, que ce soit dans la musique, les jeux vidéo, l'art et l'artisanat, et pour ce qui nous concerne, le cinéma. Question de survie ou simple envie de nouvelles expériences, les Froggies se sont installés doucement mais sûrement dans les États de New York et de Californie. Ils ont distillé leur savoir-faire made in France, exprimant une singularité inédite faite de classicisme, de liberté et de fraîcheur. Les anglo-saxons ont baptisé ce concept la French Touch. Bon, avec la French Touch, le fait qu'ils sortent des écoles, ça va être dans un environnement relativement difficile, il faut qu'ils soient jeunes. Il y a les Gobelins qui sont une super école, qui voient les talents de ce qui sortent, ils se disent « Allez, on va aller à la pêche ». On devait faire notre training sur Kung Fu Panda. Le premier jour, on sort de l'aéroport, on arrive dans le van et le producteur du projet nous dit « Ah, en fait, non, on va vous mettre sur Madagascar ». Madagascar était un projet qui était fait à PDI. Finalement, c'était une super décision de leur part parce que le logiciel IMO a été créé dans les studios de PDI et donc notre training a été fait avec les mecs qui ont développé le logiciel. Mais la formation était censée durer les 3 premiers mois. Ils nous ont étendu parce que le studio en Inde n'était pas prêt, qu'ils se sont dit bon, on va les faire bosser sur Madagascar et comme le premier projet qu'on avait en Inde, c'était Merry Madagascar, un court-métrage de Noël, c'était le parfait match en fait. On avait le training parfait pour après superviser l'anime et les autres départements dans le studio. Ils ont récupéré plein de petits jeunes qui devaient, en théorie, devenir des sups. Ça n'a pas été le cas, parce que quand même, il fallait d'abord ingérer beaucoup de choses quand même en sortant de l'école pour te retrouver sup. Et en plus, dans un pays qui était complètement étranger, il y avait quand même quelques complexités à résoudre. C'est pas superviseur comme on l'entend dans les longs métrages maintenant. C'était plus une sorte de guidage. T'arrives en Inde, tu connais à peu près la pipeline de DreamWorks, comment est-ce que tu vas mettre ça en place, donner des cours d'anime, aider à monter le niveau. C'était petit superviseur d'animation. Et du coup, les Français qu'on avait pris, c'était pour leur talent. Eux, on les formait et eux, en même temps, nous aidaient à former les gens locaux. C'était un sacré bordel quand même. Madagascar 2, c'était une bonne expérience. Ça faisait peur en fait. C'est la première fois où on est livré à nous-mêmes dans un environnement où tout le monde parle anglais. T'arrives à ton bureau, il y a un téléphone, et tu dis oh là là, va falloir que je réponde à ça, va falloir que je décroche. Qu'est-ce que je vais dire? Est-ce qu'ils vont me comprendre? Donc petite angoisse, mais tout le monde était hyper sympa et ils nous ont donné des plans aussi qui étaient importants, qui étaient non seulement pour voir de quoi on était capable, mais aussi pour le training parce qu'il va falloir qu'on supervise tout ça en Inde quoi. Je me rappelle avoir fait avec Théophile Bondou qui est maintenant Head of Layout sur Bad Guys, un plan qui faisait 1500 images. I'm a private dancer, dancing for money, da 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 music do. C'est beau. Donc j'ai animé ce plan-là, Théo a fait le layout de ce plan-là, donc c'était notre petite séquence à nous pour nous entraîner à faire toutes les étapes du pipeline en fait. Donc c'était un peu inquiétant au début parce que tu sais pas trop où tu mets les pieds, c'est une énorme machine, il y a énormément de gens, puis pression, tu viens d'être embauché, mais hyper sympa, hyper cool. Merry Madagascar, c'était un projet qui était fait pour nous mettre en route. C'est d'abord de la formation, du recrutement. Everyone heard that DreamWorks is hiring and they're planning to open a studio in India. So I got a call from them for an interview. And that's the first time I met Denis Cushon. And Denis Cushon at that time was also very famous for being like a top animator in DreamWorks as well. And I guess he must have liked us or, maybe they didn't have much option that I got hired in DreamWorks. I was 23 at that time. So for me, it was all very surreal. L'endroit où on était, ça s'appelait Whitefield. À cet endroit-là, il n'y avait pas grand-chose encore. Pareil, l'électricité, il n'y en avait pas beaucoup des fois. Donc c'était un petit peu rock'n'roll.
On est arrivé à Bangalore, les routes étaient pas bitumées, quoi. Il y avait rien. Il y avait un feu de signalisation, mais tout le monde s'en fout, tu vois, les mecs qui passent, voilà, c'est la jungle. So we got hired, and they still didn't have a studio. So they took us to actual Glendale in US for about 2 months, which was just the most amazing time I remember of my life. They definitely spent the money and the time and the talent to train us. It took us good 4 years after that. We can okay, now we can work on a movie and at least do a short. I think Mary Madagascar was super hard because Jenny is working with a lot of these us Indian animators who have never worked, on a bigger studio. We were very used to working longer hours. We'll work for 1 hour and then take 2 hours smoke break and things like that. We were talented, but we were not ready for a big production at the time for sure. So Denny had to do a lot to train us, first to become serious in terms of, don't work till 14 hours a day, just work 8 hours, but then work seriously and work, dedicatedly on that. And I don't know how Denny did it, and we are all thankful to him. On devait dealer avec Glendale. Il y avait des meetings à 5h du mat. Eux, ils étaient en train de manger leur pizza à 19h. Et nous, on était avec notre café à 5h. Ils savaient qu'il y avait des Français. Ils sont bien démerdés, hein. Ils ont trouvé une boulangerie française à Bangalore. Ils nous livraient des paquets de croissants, pain au chocolat. Super bon, hein, vachement bien. Mais avant que ça arrive, les meetings, c'était sandwich au panir avec curry, je sais pas quoi. Donc à 5h du mat. Il y avait aussi la connexion pipe intercontinentale, hein, qui était un gros truc quand même. Ils avaient vraiment mis les moyens pour que ça marche bien. On utilisait tous les mêmes outils que DreamWorks. Je sais pas comment ils sont débrouillés pour ça, mais ils ont ouvert tous les serveurs de DreamWorks. Donc, pour nous, ça change rien. Du coup, c'était plein de challenges. Il y avait toute la techno qu'il fallait mettre en place, tout l'apprentissage, le décalage horaire. Et après, au-delà de ça, il y avait aussi le décalage culturel. Imagine, t'as donc 2 cultures très différentes. Les mecs, tu leur dis, mais tu sais, dans Star Wars, quand le gars, il tape le truc, il se lève de la table, Starkey, ah, t'as pas vu Star Wars. Le sens de l'humour, qui sont pas du tout sur les mêmes valeurs ou sur le même level, ça a créé des situations intéressantes. L'approche de l'acting n'est pas du tout le même. L'animation, c'est quand même l'utilisation de beaucoup de codes. N'ayant pas les mêmes codes, forcément... I grew up watching Bollywood movies, of course, and pretty much everyone in the team was, on the same level. A lot of time they'll give references, and you can see in their eyes that what they're talking about is something meaningful, but then you have to go and research. But, just the very base of when you are not grown up on those kind of performances. So I could say the biggest difference and the biggest challenge was to make us understand why this performance needs to be this way rather than what we are doing. It was more about just how to get the performance and those ideas across, right? Mais pourquoi t'as fait ça? Mais pourquoi t'as fait ça? Qu'est-ce que t'essayes de me dire là? Et qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Ça, c'était une espèce de boucle qui revenait un peu. La culture, le décalage horaire, la techno, ça faisait que c'était pas quelque chose de très facile à gérer. On avait tous des appartements dans un bâtiment au milieu de la jungle et tous les Français étaient là, donc pareil, bonne ambiance. On avait tous des chauffeurs parce qu'il était interdit de conduire. La vie était hyper agréable, quoi. Il y avait vraiment la volonté de faire grandir des talents, ça c'est certain. C'est sûr que si tu peux avoir pour un quart du salaire un travail identique et que du coup tu veux aussi agrandir la boîte pour pouvoir faire plus de films par an pour donc éventuellement avoir plus de revenus et que du coup tu choisis une option comme ça, je peux comprendre que de la part des artistes ce soit vu d'une manière négative. Moi je le voyais comme un endroit où j'allais vivre une nouvelle aventure. C'était quand même relativement égoïste et c'était pas par rapport à l'avenir du studio. Je suis parti là-bas parce que j'avais envie de partir là-bas. Madagascar s'installe au panthéon des franchises à succès de DreamWorks. L'influence du studio s'étend au-delà des océans et permet de donner beaucoup d'opportunités aux artistes indiens. Pendant ce temps, à Glendale, les artistes planchent sur un autre projet. Après l'Inde, DreamWorks décide de voir encore plus loin, d'être plus ambitieux. Le studio tourne son regard vers l'Est et avec son nouveau film, décide d'aller conquérir un marché en pleine expansion, la Chine. Non, pas du tout. Kung Fu Panda, le pitch, c'était on va prendre un animal qui a jamais été fait en animation, on va prendre un pays, ça n'a pas été fait énormément en animation, et puis au niveau de l'action, on va prendre le truc de combat d'arts martiaux. Kung Fu Panda raconte l'histoire de Po, un panda gourmand et maladroit qui rêve de devenir un maître du Kung Fu. Par un incroyable hasard, il est choisi comme l'élu destiné à sauver la vallée de la menace de Tai Lung. Malgré ses débuts catastrophiques, Po va apprendre à croire en lui et découvrir que sa plus grande force, c'est d'être lui-même. Kung Fu Panda marque le début d'un renouveau visuel chez DreamWorks. Grâce au travail de Nico Marley sur les concept art,
le studio adopte enfin un style graphique plus affirmé et original. À l'époque, DreamWorks souffre de la comparaison avec Pixar dont les personnages présentent une vraie cohérence stylistique. Kung Fu Panda amorce une évolution, une direction artistique plus forte qui pose les bases d'une identité visuelle propre au studio. On montrait des tas de trucs de Kung Fu Panda et j'étais étonné de voir que les designs de Nico Marley qui étaient bien représentés, en général il y avait une perte entre ces dessins et ce qu'on voyait à l'écran, alors que Kung Fu Panda non. Et c'était donc un peu un turning point. Kung Fu Panda est un énorme succès. Pour un budget de 130 millions de dollars, il rapporte 630 millions. On arrive ici, on fait la première de Panda, tout le monde est tellement content, on loue des limousines, je me dis qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi. On est au Chinese Theater sur Hollywood Boulevard, le truc qui fait attends mais c'est ouf quoi. Panda est pas complètement loqué et ils me disent écoute Pierre, est-ce que ça te dit de faire de l'animation 2D avec Simon, Gabe, Rodolphe, William, Christophe Serran. Je fais pardon, comment quoi? Et c'était 3 fois rien, c'était un tout petit plan d'anime sur les génériques de fin du film. Ça m'a donné l'opportunité de cocher la case en fait, d'animer un peu en 2D à DreamWorks. Donc ça c'était super. C'est ainsi que Kung Fu Panda 2 et 3 sont mis en chantier. Les 2 films rencontrent eux aussi un grand succès. Kung Fu Panda 3 est le premier à être produit en collaboration avec DreamWorks Oriental, l'antenne chinoise du studio. Pour l'occasion, toute la synchronisation labiale a été réalisée directement en mandarin. Le film a même été marketé comme film chinois lors de sa sortie, un coup de com' pour séduire le marché local. L'aventure chinoise ne durera finalement que quelques années, puisqu'en 2018, le studio est racheté par un conglomérat chinois et rebaptisé Pearl Studio. Le film alors en production, Abominable, est quant à lui rapatrié au siège de DreamWorks à Glendale pour y être finalisé. Depuis Shrek, DreamWorks s'est imposé dans le registre comique, enchaînant les franchises à succès portées par l'humour et la dérision. Mais dans l'ombre, un projet radicalement différent commence à émerger. Plus adulte, plus sombre et plus ambitieux, ce film marque un retour aux intentions fondatrices du studio. Une véritable prise de risque et un pas en dehors de leur zone de confort. Un défi artistique autant que technique, et surtout, le début d'une franchise qui deviendra l'une des plus emblématiques de l'histoire du studio. Dragon raconte l'histoire de Harold, un jeune viking chétif qui veut prouver sa valeur. Incapable de cruauté envers les dragons, il se lie d'amitié avec le plus redoutable d'entre eux. Ensemble, ils vont changer la vision de son village et gagner leur respect. DreamWorks allait avoir besoin d'épaules solides pour porter le projet. Ils ont donc commencé un processus de recrutement en interne pour trouver un nouveau directeur d'animation. Comment commencer à faire plus de films et comment commencer à aussi développer les films plus tôt. Ils voulaient en fait donner des opportunités pour devenir Head of Character Animation à des animateurs, des superviseurs d'animation. C'était pour les films qui arrivaient, dont un était How to Train Your Dragon, et ils faisaient un entretien. Les entretiens étaient avec Rex Grignon, Christophe Serran. Je leur ai dit que ça m'intéresse énormément de faire ça, bien sûr. Je mentionnais ma compréhension d'un vol d'oiseau. Ils m'ont choisi. Et cette décision a changé ma vie. Dragon a bien failli ne jamais voir le jour, dû à de nombreuses réécritures et changements de réalisateurs. Mais les équipes ont redoublé d'efforts, conscientes du potentiel qu'ils avaient entre les mains. Il y avait David Soren et Lorna Cook qui étaient les réalisateurs sur le film. Le développement de l'histoire s'est mal passé. La première version de Dragons était une copie directe du bouquin. Il y avait un groupe de jeunes vikings où ils allaient devoir chercher des œufs dans une caverne de dragons et ramener ces œufs dans le village des vikings. Au milieu du bouquin, les enfants apprennent qu'ils allaient devoir tuer leurs dragons. Donc c'était une idée très très sombre. Quand tu vois ça dans un bouquin avec un texte, il y a une certaine imagination qui va avec, qui permet à un enfant d'accepter cette idée. Ça n'a pas marché du tout. Après, Lorna et David Soren, ils ont amené un réalisateur de la série télé qui s'appelle Peter Hastings, qui vraiment a un sens de l'histoire, qui arrivait à vraiment guider l'équipe. On avait déjà animé 3 séquences. Et à l'époque, Toothless, en fait, c'était le petit dragon vert, dit Terrible Terror. What are you doing, you stupid dragon?
Did that taste good? Mais ils ont quand même pas réussi à trouver une solution pour l'histoire. Le studio a décidé, en fait, de le laisser aller et d'embaucher Chris Sanders, qui était en train de développer The Croods, probablement la décision la plus importante de l'histoire de How to Train Your Dragon. Et le film était censé sortir 18 mois plus tard. Et donc Chris Sanders, à l'époque, il a réalisé que pour achever ça dans un temps si court, il lui fallait un Dean, qui avait réalisé Lilo & Stitch avec Chris Sanders. Je me souviens du moment où je voyais Dean pour la première fois. Ce bonhomme très grand, avec un bon volume, qui arrivait avec un sourire tellement attachant et chaleureux, qu'il amenait une sorte de calme à cette production. Et donc, les 2-3 trucs qu'il disait tout de suite, c'était que ce qui est intéressant avec ce film, c'est le monde. Mais nous, on pense qu'il y a une erreur de pensée. Tu racontes un film sur un gamin qui devient ami avec un dragon et il ne peut pas monter le dragon pour le voler. Le potentiel du film, il est perdu. Ils ont présenté cette idée qu'on allait changer de croque-mou. L'espoir qu'on avait, que le réalisateur de Lilo & Stitch, qu'il allait résoudre ce problème, il allait prendre ce qu'on avait déjà fait, on allait garder nos séquences, on va juste finir le film avec les réalisateurs qui savent ce qu'ils veulent. Oh merde, non, ça veut dire qu'on va tout refaire, on va perdre Toothless. Et quand ils ont présenté cette idée, que peut-être Toothless devrait être le dragon le plus dangereux, personne n'a jamais vu, et que c'est un dragon de nuit, que tu vois pas dans la nuit. Peut-être c'est Hiccup qui tire au dragon, et que le dragon s'écrase, et il le trouve, et le dragon est cassé, peut pas fonctionner à moins qu'il le répare. Ça, cette idée, ça nous a convaincus. On va juste changer Hiccup et Toothless, on va garder tous les autres personnages. Parce qu'on n'a pas le temps de redesigner tous les personnages, j'ai commencé à dessiner aussi. Et Nico a été donné l'assignement de dessiner un croque-mou. Et son croque-mou était très mignon. Il manquait un certain sens de danger, en fait. Et c'est à ce moment-là où les réalisateurs, ils faisaient leur tour. Et sur un écran, ils voyaient une photo d'une panthère noire qui regarde la caméra, où tu voyais juste les yeux. Et il y avait un sens de... C'est un animal que tu veux toucher, que tu veux caresser, mais tu sais aussi que s'il veut, il peut t'arracher le bras, quoi. Et je commençais à dessiner un sorte de mélange de ce que Nico avait fait et une panthère noire. Quand ils ont vu mes dessins, Chris et Dean ont tout de suite réagi. C'est ça. Ça représente l'idée de quelque chose qui est dangereux et attachant et attirant en même temps. Parce que j'ai compris à quel point c'est difficile d'animer un vol, je voulais absolument faire un entraînement pour les animateurs qui arrivent sur le film. Un cycle de vol est bien plus compliqué que ce qu'on croit. Et si les animateurs ne comprennent pas, ils n'allaient pas convaincre une audience que ces bestioles arrivent vraiment à voler. On va donner un nom à cet entraînement, j'appelais ça Flight School. Et ça nous a permis, en fait, de garder la plupart des animateurs sur le film. En vendant cette idée, ça nous a permis d'aller plus rapidement plus tard. Pour vraiment animer un dragon proprement, tu veux pas que chaque animateur anime les ailes d'une façon différente, un battement d'ailes. En fait, on a créé un cycle de vol qu'on appelait Flap Cycle. Le premier dragon sur Toothless, j'animais 3 battements d'ailes, strong, medium, weak, que j'avais inventé sur Spirit. Le rigging a réussi à mettre ces 3 cycles à l'intérieur du rig et qui transitionnent d'un cycle à l'autre sans avoir de problème de transition. On avait des plans qui apparaissaient tellement compliqués qu'en fait, un animateur pourrait faire en 1 heure. Le moment le plus emblématique du film s'appelle Forbidden Friendship, une séquence muette de 5 minutes où Harold et Croque-Mou apprennent à s'apprivoiser. La musique et la mise en scène de cette séquence ont marqué les esprits du public et ont permis de ramener un véritable supplément d'âme au film. C'est sur ce film que moi j'ai appris que l'animation c'est une extension du département de story. Chris Sanders, c'est lui qui a plus ou moins storyboardé la séquence Forbidden Friendship. En voyant ça, on a assez rapidement réalisé, oh merde, en fait, non, on peut pas animer ça avec notre croque-mou, avec notre modèle. On va pas pouvoir agrandir les bouches et les yeux. Pour nous, les animateurs, le pire qu'on peut faire, c'est de faire quelque chose qui est moins bien que le storyboard. On a pitché à Chris and Dean et la production, bien sûr, qu'on aimerait bien sortir cette séquence du schedule et qui nous donne 1 mois sans montrer quelque chose. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une espèce de version storyboardée de la séquence. Je pense qu'on a ajouté entre 45 secondes et 1 minute à la séquence.
en anime. On a montré la séquence d'un coup. Une sorte de revue secrète où il y avait que Chris and Dean. Bon, vous coupez quand vous voulez. C'est nos idées. Imaginez que nous, on est des acteurs qui ont joué cette scène avec ce que nous, on ressent. Et ils ont adoré. L'idée que quand Croque-Mou voit Harold sourire, que en fait la façon comme il match le sourire, c'est comme un enfant qui voit sa mère sourire pour la première fois. Croque-Mou, il est tellement intelligent qu'il apprend à sourire. Dans les dailies, il y avait une sorte d'électricité dans la salle. Tout le monde était tellement motivé par rapport à ce qu'on pouvait faire. C'était vraiment très inspirant. Ils ont fait un test screening. Il y avait quelque chose avec la fin qui n'était pas assez émouvant. Dans un meeting, après le screening, Jeffrey Katzenberg a dit « Peut-être il faut tuer Croque-Mou » et Chris and Dean a dit « Non. » Les storyboarders, ils avaient déjà discuté l'idée qu'en fait, si tu veux devenir viking, d'avoir une sorte de blessure de guerre, c'est comme un critère pour devenir légendaire. C'est là où je crois que Dean a dit, ouais, en fait, un des storyboards avait proposé l'idée que Hiccup, il devrait avoir juste un pied ou une main, en fait, qui devrait perdre sa main ou que Croque-Mou lui mord la main ou quelque chose comme ça. Dans la salle, tout le monde a trouvé ça une très bonne idée. Dean et Chris, ils ont demandé à Jeffrey, ils ont dit, mais Spielberg, ça serait bien qu'il puisse nous donner des conseils, venir voir. C'est un peu son genre de film. C'est lui qui a donné l'idée de la scène de fin où il se réveille dans son lit, le dragon est dans la pièce et il l'aide et tout ça. Ça vient de Spielberg, ça. Prochain test screening, les chiffres ont explosé parce que le film, tout d'un coup, a en fait un cœur et une émotion inattendue et dramatique et émotionnelle et puissante. Le film, en fait, il a touché énormément de gens qui ont un handicap. Ça va. Merci, mon grand. Comme on avait fait des test screenings de Dragons, il marchait très très bien, quoi. C'était très très prometteur. Je pense que DreamWorks a eu du mal à marketer le film. Et quand le film est sorti, le premier week-end, c'était tellement décevant. On était tous déprimés pendant une semaine, quoi. Le coup de fil que tout le monde a reçu de Katzenberg, qu'on a fait un très bon film, et peut-être il y a moyen que le film puisse marcher bouche à oreille. Et ça, c'est arrivé comme ça. Sur le deuxième week-end, en fait, le film est devenu numéro 1. On n'a jamais vu ça à DreamWorks. Le film a continué à marcher bien pendant des mois et des mois. Après toutes ces aventures, Dragon devient une nouvelle signature pour le studio, confirmant une fois de plus que DreamWorks sait créer des univers et des personnages capables de toucher un public large et varié. Fort de son succès, Dean DeBlois, cette fois en solo, se lance dans l'écriture et la réalisation des deuxième et troisième volets. On pourrait vous raconter toutes les anecdotes marquantes qui ont jalonné la production de Dragon 2, comme la visite de Barack Obama en plein cœur du studio. Mais ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que Dragon 2 marque un tournant technologique majeur dans l'histoire de DreamWorks. Une véritable révolution dans la manière de concevoir un film d'animation 3D. Hi, gang. Hiccup here. Now, you know I'm all about gadgets and inventions. But I actually can't take the credit for this latest innovation. Some artists and engineers got together and created this amazing new technology. Suddenly, the impossible became possible. And now our animators can follow their dreams. Le groupe des Heads of Character Animation ont commencé à se mettre ensemble pendant la fin de Madagascar et le début de Kung Fu Panda. C'était Rex Grignon qui a vraiment eu une discussion très, très franc avec Jeffrey Katzenberg et c'est lui qui lui a dit t'as tellement d'artistes dans ta compagnie, t'as tellement de promesses dans ce studio, mais en fait nos outils ne sont pas à la hauteur de ce
qu'il fallait être. Il faut regarder dans l'avenir comment on va animer les films dans 3-4 ans. Et c'est lui qui a proposé de réimaginer et reconstruire le logiciel. Et on a vraiment commencé à réfléchir. OK, oublie tout. Imagine comment tu voudrais animer dans 10 ans. Bon, ben, j'ai envie d'interagir avec le personnage comme un stop motion animator. J'ai envie de designer comme un dessinateur. Et j'ai envie d'animer et de modifier mon anime au fur et à mesure comme un animateur 3D. Toutes ces idées sont devenues une sorte de plan d'architecture. Et en même temps que nous, on a fait ça, il y a des programmers qui ont eu les mêmes conversations, mais au niveau technique. En fait, ils ont créé une architecture qui a permis d'accéder à un maximum de processeurs que la machine a disponible. Et ils ont développé un système qui s'appelle Premonition. C'est-à-dire que l'ordinateur a un sens de là où tu vas probablement aller pour ton prochain pas. Par exemple, si tu cliquais sur le milieu de ta timeline, il calculait les images après où ta souris est, plutôt que d'essayer de calculer le plan en entier. Donc en fait, il y avait plein de trucs très malins. Ce système qu'ils ont développé, en fait, après a gagné un Oscar. Une des raisons pour laquelle on a réussi à le vendre aussi, c'est qu'on avait dit, écoute, si on fait primo, on va faire monter à 15 secondes les quotas par semaine. Et du coup, comme il y avait la carotte financière, ils étaient là, bon, OK, si on peut faire augmenter les quotas, ça vaut le coup d'investir. Aujourd'hui, à DreamWorks, la moyenne est genre 6-7 secondes par semaine, qu'à l'époque, quand on faisait Shark Tale, c'était 3 secondes par semaine. C'est IMO avec 50 doses de testostérone en plus, quoi, tu vois. C'est la même chose, mais juste en 100 fois plus, quoi. Et tout ce que tu avais dans IMO était toujours là dans Primo. Primo, c'est une des plus grandes raisons pourquoi DreamWorks réussit à faire une anime aussi polished avec des petites équipes. Et sur Dragons 2, on était le premier film qui a abordé ce nouveau programme et ça nous a permis de faire des plans qu'on n'aurait jamais pu faire avant. Au niveau de la longueur, au niveau de la complexité de nombre de dragons qu'on avait, au niveau de la complexité des dragons, comme par exemple le grand méchant dragon qui sort de l'eau dans Dragons 2. Alors Dragon 2, c'était vraiment l'étape d'après, quoi. C'est DreamWorks 2.0. C'était aussi real time. Tout Primo, t'as tous les décors, hein, donc t'imagines Burr, tout le village, avec les 4 dragons, Hiccup et Astrid qui discutent sur une falaise, en temps réel. Dans ton viewport, tu joues ton anime, tu fais play, tu tournes autour des bonhommes, tu dis, oh putain, c'est pas mal. Donc on a perdu beaucoup de temps juste à regarder, faire waouh. Mais c'était un gros switch au studio, c'est sûr, pour aussi l'avenir, en disant, ah ouais, ok, là il y a moyen, on va faire des trucs de ouf. Pour nous, les animateurs, c'est la joie d'animer qu'on avait en 2D, c'est là où elle était revenue. L'obscurité. C'est la première chose dont je me souviens. Il faisait sombre, il faisait froid, et j'avais peur. Le 21 novembre 2012 sort au cinéma Les 5 légendes, dernière production des studios DreamWorks. Ce film met en scène une équipe de super-héros inspirés des légendes racontées aux enfants. En raison des coûts marketing et de distribution, le film accuse une perte de 87 millions de dollars. Le pire échec financier pour le studio, plus encore que Sinbad. Si cet échec peut sembler anecdotique, il marque en réalité le début d'une période de déclin pour le studio, qui va enchaîner les mauvaises sorties, les mauvaises décisions et les difficultés financières. Donc tout va bien à DreamWorks et tout c'est super cool. Arrive Rise of the Guardians, tout le monde était hyper motivé et la production s'est hyper mal passée, juste pour des problèmes de politique, d'ego, de gens qui voulaient être en contrôle, pas déléguer ou pas collaborer assez, et ça met une sale ambiance assez rapidement. Rise of the Guardians, c'est la première fois où je me suis sérieusement posé la question, qu'est-ce que je fous là ? Et du coup, c'était le film sur lequel tout le monde voulait aller. Si t'étais casté sur ce show, tu faisais partie de l'élite, quoi. Le studio commence à avoir quelques soucis, commence à galérer créativement. Juste avant que j'arrive, en fait, c'était passé compagnie publique, donc côté en bourse. Pour moi, le déclin, il a démarré en 2012. C'était le vibe, en fait, en général, où au fur et à mesure où on faisait des trucs, ça perdait de la...
C'était un moment où on commençait à réaliser que les films de Pixar, par exemple, faisaient plus d'argent, mais aussi c'était le retour de Disney. Disney commençait à faire Tangled, Big Hero 6, et on voyait que pour une raison ou d'autre, certains de nos films ne marchaient pas aussi bien parce qu'ils étaient peut-être pas assez ambitieux. Je me rappelle quand Jeffrey Katzenberg, il était dans les projets, à chaque fois, il était dans un moteur émotionnel pour tout le monde et motivateur artistique. Il était impliqué, il venait, et il y avait au bout d'un moment une certaine routine qui s'était mise en place. Et c'était bien qu'on ait eu des films comme Dragon qui soient arrivés ou comme Le Premier Panda. Parce que des fois, il y avait des espèces d'énergie. Mais il y avait aussi tous ces films aussi qui nous emmenaient où, quoi. Combien de temps ça va tenir comme ça? Il y avait la question qui se posait depuis 2012. Donc là, on commence à enchaîner un peu les flops sur flops, et Jeffrey, en fait, décide de mettre la faute sur son lieutenant, Bill Damashki, qui était notre creative directeur du studio, qui a amené, en fait, les pandas, les dragons, etc., des films qui étaient un peu plus sur l'émotionnel, et moins sur la comédie, ou sur le cartoon que Jeffrey aimait. Donc il a donné un peu ce panel à DreamWorks, donc il le vire, Manu Militari. C'était pas forcément très élégant, c'était un peu fratricide, on va dire. Il y a un autre truc aussi qui nous a un petit peu tués à la fin à DreamWorks, c'est qu'ils assignaient plus les gens par les shows, mais par la disponibilité. Ils voulaient être capables de mettre n'importe qui à n'importe quel moment, n'importe où. À partir de ce moment-là, je suis désolé, mais j'ai décroché. Parce que quand on me mettait en charge d'un produit, je le voyais grandir, on s'améliorait au fur et à mesure, on raffinait les choses. Et là, le fait de dire « Ah bon, tiens, Denis est libre, bon, on va le mettre là, pendant 3 semaines, il y a des séquences à finir. Et là, oh, là, on a pris un peu de retard ici, faudrait qu'on rattrape. Allez, on va remettre des animateurs de là à là. » Cette méthode de travailler, personnellement, elle m'a complètement démotivé. Et même si, à l'époque, des flops, pour nous, on fait que 40 millions de dollars opening weekend, quoi. Et 40 millions de dollars opening weekend, maintenant, c'est énorme, en fait. À l'époque, en 98, je pense qu'il y avait 3 films d'animation qui sortaient, et maintenant, on est 20 ans plus tard, et il y a 25 films qui sortent par année. Donc, je pense que l'audience aussi commençait à choisir quels films ils allaient voir. Les ventes de DVD disparaissaient. Il y avait très peu de moyens de faire d'argent avec les films d'animation. Donc, on a senti une pression de réduire les budgets. Il fallait faire ça, parce qu'en fait, le marché s'était tellement réduit, et les moyens de faire de l'argent avec les films d'animation, petit à petit, sont disparus. Mais Disney, de l'autre côté, ils faisaient du merchandising, ils étaient dans les parcs. En fait, Disney a retenu d'autres moyens de faire de l'argent avec les films. Et tu peux même peut-être argumenter que les films, c'est des moyens de marketer des produits qu'après ils puissent vendre dans les Disney Stores et les parcs. Et DreamWorks, ils n'ont jamais réussi à avoir ça. Et je pense que c'est la plus grande différence pourquoi DreamWorks n'est jamais devenu Disney. Première victime de ces difficultés, les films. Entre 2012 et 2016, pas moins de 4 longs-métrages déjà en production, à des stades plus ou moins avancés, seront annulés par les décisionnaires de DreamWorks. Mais My Shadow, c'était grosse déception. Hein. Ce film, c'était assez ouf parce que c'était un bon film. Le concept était super. C'était de la 2D, on a tout ce qu'il fait. Tu vois, c'est la première fois qu'on pouvait mixer les deux. Et moi, j'ai eu la chance pour faire les deux, de la 2D et de la 3D. Et donc, My Shadow, ça a commencé, comme tous les projets. C'est une idée sympa. Des ombres qui prennent vie comme ça, qui sont un peu les anges gardiens. On ne le sait pas, mais quand il y a du soleil, des ombres le protègent. Et puis, il trouvait personne pour bosser dessus. Et c'est Jeffrey, on lui a dit, Christophe, il serait bien pour ça. Et moi, ça me disait pas. Et Jeffrey, il a insisté. Il m'a vraiment dit, écoute, je cherche quelqu'un, il faut que tu le fasses. Si tu le fais pas, je le ferai. Et puis, j'ai dit oui. Puis, j'ai bossé pendant 6 mois, 1 an avec un mec qui s'appelait Mark Jindal, qui vient chez Disney, et qui était réalisateur. Et ça a pas collé du tout. Pas du tout à cause de la personnalité de ce mec-là, parce qu'il est vachement sympa. Mark Jindal, ça fonctionne pas, et du coup, il n'arrive pas à sortir son histoire. Du coup, il demande à Alessandro Carloni de prendre la suite de la réal. Donc, il commence à développer Me and My Shadow, il reprend le projet avec une super idée, un truc un peu intimiste, un personnage qui est complètement antisocial et incroyablement introverti, en fait. Avec à peu près 0 goût pour quoi que ce soit d'excitant, qui habite dans le rez-de-chaussée d'un building, et puis un jour, dans ce building, arrive une nana dont il tombe immédiatement amoureux, mais il n'ose même pas lui parler. Et son ombre, ça le rend dingue. Il veut absolument qu'il aille parler à cette jeune fille. Dans cette espèce de colère, arriver à prendre contrôle
Daniel, le personnage. Et donc voilà, et donc à partir de là, toute l'histoire commence à partir. Donc je me suis attelé à ce film-là. J'étais vraiment impliqué. J'ai appelé tous mes copains qui faisaient de la 2D, les anciens étudiants. Les Julien Bizat, Maël Gourmelin, Antoine Antin, espèce de titans de l'anime en France. Et ils avaient ramené tout le monde ici, tu vois, en leur disant vous allez rester 2 ans, ça va être super, machin. Et les mecs, ils ont fait des animes de ouf. Hey, a bank robbery! Come on, let's go! Come on, don't you want to be a hero? Well, I don't know where you're from, but here in America, we tried to get on the TV. Let's do it! Tout allait bien. Il y avait 2-3 screenings où on disait ouais, c'est la fin est encore pas trop là, mais rien de choquant, hein, c'est toujours comme ça que ça fonctionne. Ils vont changer, ils vont trouver une solution, il n'y a pas de problème. On a fait un screening, grosse soirée au 5e étage, Bill Damashki arrive, ce qui était à l'époque le Chief Creative Officer de DreamWorks. Il nous dit ouais, félicitations, un super screening, par contre on va annuler le film et puis voilà. Bonne soirée. Pour 2 raisons. Première, c'est les 5 légendes. Ils ont perdu 90 millions de dollars. Et puis, donc, Jeffrey, il n'arrivait pas à avoir ce qu'il voulait pour la fin de Me and My Shadow. Il y avait un méchant. Au début, il n'y avait pas de méchant. Il a dit, bon, il faut faire un méchant. Allez, essayer de faire un méchant. Et puis, ils n'ont pas réussi à trouver la fin. De voir que, en fait, ce projet est annulé parce que je pense que Jeffrey Katzenberg, qui a sa compagnie, lui ne veut pas licencier la moitié de sa compagnie pour la garder à flot. Donc, il a besoin que ses projets fonctionnent. Il a besoin de faire beaucoup d'argent avec chacun de ses films. Et donc, il se rend compte que Me and My Shadow, c'est peut-être pas le film qui va lui faire le plus d'argent parce que ça coûte énormément d'argent à faire, puisqu'on a 2 pipelines qui sont en parallèle, la 2D, 3D, donc très très coûteux. Avec un film peut-être à trop petite échelle, une comédie romantique avec un jeune homme et une jeune femme, et il se dit, putain, ce truc-là, je le sens pas. Et puis donc, ils n'ont pas été motivés pour continuer ce film-là, donc ils l'ont arrêté. Le Bureau des opérations Outre-Monde est un projet de film d'animation réalisé par Tony Leondis avec les voix de Seth Rogen et Bill Murray. L'histoire suit Jackson Moss, une recrue fraîchement engagée dans une agence chargée de protéger les humains contre les esprits malveillants. Jackson découvre un plan diabolique visant à anéantir l'agence. This is my station. Around here, you need a ticket. What are you? You want to ride the train? Ticket, ticket. Who got the ticket? All aboard! Woo-woo! Malgré son potentiel, ce film a été abandonné alors qu'il était quasiment terminé. Et Bordos, qui était le directeur d'animation des 5 légendes, se retrouve à faire du storyboard sur un film qui s'appelle Monkey of Mumbai, réalisé par Kevin Lima, réalisateur de Tarzan. C'était un projet hyper ambitieux, le truc. C'était la légende des Ramayana indienne. C'était vraiment une légende épique, religieuse, fondatrice même de la culture indienne. Et donc, il voulait en faire un truc un peu contemporain, avec tous ces personnages-là, autour de 2 singes et d'une actrice de Bollywood. Alors, le film est hyper ambitieux, des personnages dans tous les sens. Ça part sur des crustacés qui dansent au fond de l'océan, sous acide. Enfin, c'est un truc de fou. L'histoire est aussi hyper dramatique, très long, extrêmement coûteuse. Et Jeffrey, même chose, quoi. Il fait, écoute, Kevin, ça va pas le faire. Je sens pas. On a à peine commencé l'anime quand il décide d'annuler le projet. On a fait une séquence. C'est la séquence sur laquelle on prend le plus de temps en plus pour les animateurs, pour se faire hostile, etc. Même façon, dernière minute, meeting de l'équipe, le film est annulé, ça se fera pas. Dans un sens, je pense que celui-ci de film, l'annulation, je la comprends plus. Je pense que ça aurait pu être génial, mais c'était pas du tout dans le goût de Jeffrey. Qui se faisait, il y avait un film qui arrivait, qui était réalisé par Tim Minchin, gros comédien, musicien australien, qui avait pitché l'idée de faire une comédie musicale qui se passe dans le désert australien, et la façon dont il le pitchait, c'était Frozen meets Mad Max. You reckon I should just sit by? Watch this illegal alien swan on end? No. I don't think so. That'd be quite un-Australian. On fait, je pense, 30% de l'anime sur Larry Keane. Le film est d'enfer. Et l'anime, elle est top, quoi. Franchement, on a atteint un niveau d'anime là-dessus qui est vraiment sacré au niveau, quoi. Et j'en suis super content. Okay, Perry, should we get moving? Can you imagine what it's like looking like this? Oh, of course you can't. Look at your thin lips. You know, in a way, I envy him, his cloddish visage. If I looked less amazing, maybe it wouldn't have happened. Et le soir, sur le calendrier, arrive un meeting à 9h du matin pour toute l'équipe. Mais si tu veux, dans ma tête, j'étais tellement pas là. Je m'étais dit, c'est un truc d'information, ils veulent savoir où on en est sur Larry Keane, etc. On arrive au petit déjeuner le matin, tout feu, tout flamme. Et là, je pense qu'il y a des rumeurs qui courent. Je pense qu'on est mal. Je fais comment ça, on est mal?
pourquoi. Ils nous prennent tous dans le ciné à DreamWorks et ils nous annoncent le truc, quoi. Ça m'a tellement touché, ça m'a tellement terrassé. J'ai senti les larmes qui montent, quoi. Pour pas éclater en sanglots dans la salle, je me lève et je sors du cinéma, quoi, et parce que j'ai trop d'émotions, quoi. Jill, donc la directrice de production, je me cours après, elle me dit, Pierre, ça va et tout. Écoute, ça fait 3 fois, là, j'en peux plus, quoi. Ça fait trop mal, quoi. Vous arrêtez pas d'annuler les films, ça fait trop mal, votre truc, quoi. Et vous vous rendez pas compte que toutes les équipes ressentent, donc je crois que je vais partir. Ça a été l'expérience la plus difficile pour moi ici, ouais. Parce qu'en fait, je me sentais tellement bien d'avoir vraiment compris quelque chose, d'être vraiment dans une position où je pouvais influencer un projet. Et surtout que c'était un film génial. Quand ils annoncent ça m'a vraiment... Et puis c'était le 3e d'affilée, pour le coup. Donc celui-là, il a fait très très mal. C'est vraiment du business. Nous, quand on voit de notre point de vue d'artiste, on dit, mais attends, vous avez un truc génial dans les doigts, c'est magnifique, c'est machin, et vous nous tuez notre projet. Et ça fait un mal de chien quand ils annulent ces films. Ça fait vraiment mal quand on est investi dans nos films, en fait. Malgré ces annulations, le studio est toujours dans la tourmente et enchaîne les mauvais résultats. On peut notamment mentionner Turbo en 2013, Peabody et Sherman et les Pingouins de Madagascar en 2014, ou encore En route en 2015. Suite à ça, c'est malheureusement sa branche indienne que DreamWorks va décider de couper. Après, j'ai fait les Pingouins de Madagascar parce qu'il y avait eu donc les 5 légendes qui avaient fait un four. Ils avaient switché 2 productions. On va sortir un film comique, ça va nous refaire. Donc du coup, ils ont mis toutes les ressources du studio DreamWorks sur ce film. Et donc, Pingouins de Madagascar, ça s'est continué à Glendale, à PDI et à Bangalore. C'est la première fois qu'il y a eu 3 studios qui ont bossé en même temps sur le film. On l'a fini et ça a été aussi un échec. La fin d'Idiot, c'est que DreamWorks a fait banqueroute, hein, donc tu te sépares de tes assets. Hein. DreamWorks n'a pas été mal à cause de Pingouins. La boîte a été mal par le manque de succès depuis un certain nombre de temps. En fait, si le film marchait, ça bénéficiait à toute la boîte. Pingouin est marché ou pas marché, c'est que juste financièrement, la compagnie n'était pas dans une bonne situation. Ce qui était décevant, en fait, avec la fermeture du studio en Inde, c'est qu'ils ont fait un taf incroyable sur Puss in Boots, les séquences qu'ils ont sorties, et ils avaient des séquences entières, hein, sur tout, anime, CFX, lighting, ils ont tout fait. On voit pas la différence dans le film, au final. C'était hyper décevant de se dire à l'époque, qu'est-ce qu'ils vont devenir, quoi. I mean, it was still a shock because, 9 years of your life was there. Because working in a DDU felt like I didn't have to leave India anymore. I'm working in a studio which cares for you, does top tier projects. You're working on a top tier software. You have access to the top talent of the industry. Everyone was like ready to settle down in Bangalore because, why would you? And then also knowing DreamWorks history, we were working with animators who have been in DreamWorks for like 25 years. And initially we all thought that DDU might not be affected because money-wise, I think we were cheaper. Like that's, at least in our head, that's what we were thinking. And also Jeffrey said that, we are all fine. Even after that, none of the movie did the business they were hoping to do. So it still was very unstable. When we look at the budget now, from today's standard, I think those movies did great business. But at the time, it felt really less because they were used to crazy business. And then we did Trolls, which again, did okay on the box office, didn't do much. And I think after Trolls, we were empty for like 6 months. Like there was no project. Then Jeffrey announced that they're selling it to Universal. Until Jeffrey Katzenberg was there, everybody kind of felt safe. As soon as he sold it and he moved out, it became very clear that, okay, it's not going to be as stable as what it was. And then the first news came as like they were shutting us down. We were still not DreamWorks. Like we were exactly the replica of DreamWorks, but we were still Technicolor DreamWorks. So that's why it was still called DreamWorks Dedicated Union. This is the time when they were talking about making it just DreamWorks. Either it was going to become 100% DreamWorks or it was going to shut down. And then it just shut down. I mean, I'm still thankful to them. And I think I owe my career for that. So it never felt like, they're just trying to open a studio and build something and close it. I mean, it did close after some point, but that's a business deal. Jeffrey nous annonce que le studio galère trop et qu'il est obligé de le revendre. Il y a eu des offres de banques, des offres de partenaires étrangers en Chine, etc. Et qu'en fait, quand il a entendu ça, Steven Spielberg allait voir Universal et dit « Attendez, Jeffrey, là, il va vendre son studio, je pense que ça peut être pas mal de le racheter. » L'histoire, c'est qu'il était dans un avion pour aller au Japon, trouver de l'argent chez SoftBank et Universal a fait une offre pendant le vol. Il a fait demi-tour dans l'avion pour revenir. Et donc, il a appris que, en fait, ses mains étaient forcées pour vendre le studio. Il voulait pas vendre le studio à Universal et il voulait rester. Et Universal a dit, la seule condition, c'est que toi, tu n'es plus là parce qu'on va pas pouvoir mener le studio avec toi en place. En fait, Katzenberg était trop puissant pour Universal. Donc, du coup, Universal décide de mettre des mains dans le cambouis et de racheter le studio.
Et ça s'est fait hyper vite, en fait. Tout le monde était, wow, ok, d'accord, donc ça arrive là. Donc voilà. Et donc Jeffrey se sépare de DreamWorks. Le 28 avril 2016 marque donc le rachat de DreamWorks Animation par Comcast via sa branche NBC Universal. Et la fin du rêve tel qu'imaginé par Jeffrey Katzenberg. Katzenberg avait cette espèce de présence assez particulière en fait. C'est l'incarnation du vieil Hollywood en fait, de ce genre de film, d'une façon de faire les choses et une vision des films et du scénario aussi qui est très très différente de ce qu'on fait maintenant ou de comment on le fait maintenant. Et je me rappelle de meetings avec lui où on regardait une séquence, il disait pas un mot, rien, et à la fin il disait voilà, ce plan-là, il faut changer ça, parce que ça marche pas, ça marche pas. Mais c'était hyper direct et il avait raison à chaque fois. Il se plantait jamais, le mec. Son influence était vraiment très sentie. Mais son influence était une influence assez directe. Katzenberg, il n'est pas très politique, c'est-à-dire qu'il dit exactement ce qu'il pense. Il avait prouvé qu'il avait un nez pour les choses qui plaisaient au public. C'est-à-dire, son goût n'était pas forcément très artistique. Son goût était très mainstream. Pour nous, les artistes, c'est un peu difficile à avaler parce qu'on avait une ambition de faire quelque chose de très artistique. Après, il essayait de donner des solutions qui marchaient jamais, mais il avait mis le point sur quelque chose qui était hyper malin en fait. Bien sûr aussi, Katzenberg, il n'avait pas toujours raison. Il avait une bonne compréhension de l'histoire et de comment une histoire devait fonctionner, la motivation des personnages. Il était assez direct quand quelque chose n'était pas assez marrant, pas assez malin. C'est un truc que je pense manque maintenant au studio, c'est d'avoir une personne qui a cette expérience d'Hollywood comme ça, cette expérience du film, de présence old golden Hollywood. Jeffrey a toujours été dépeint dans la presse comme une espèce de diable en personne, incarné. Il est aussi beaucoup perçu comme un très très grand chef d'entreprise et homme d'affaires. De l'intérieur, Jeffrey, c'est un mec extraordinaire parce que pour moi, qu'il a fait, c'est extraordinaire, surtout avec une espèce de désir de revanche vis-à-vis de Disney parce que c'était ce qui s'est passé. Mais surtout qu'il ait créé une culture à l'intérieur de son studio où les gens comme moi restent depuis 25-30 ans maintenant parce qu'ils aiment être ici et ils aiment cette culture et ils aiment travailler ensemble. C'est extraordinaire et c'est très rare en fait. Pour moi, Jeffrey, c'est vraiment quelqu'un que je respecte infiniment et énormément pour ça notamment. Et il a fait des décisions d'homme d'affaires aussi qu'il a dû faire, etc. Il en a fait plein et ça nous impacte. C'est la réalité des choses quand on a un business comme celui-là. Si le studio de Glendale lui-même a survécu, il y aura malheureusement une dernière victime, au déclin de DreamWorks. DreamWorks Animation says it'll cut 500 jobs and close its Redwood City studio. It'll also cut back on the number of movies it makes each year. Company says some of the employees in Redwood City will be offered jobs at its Southern California headquarters. Ce qui s'est passé, oh là là, je me rappelle bien en plus. Jeffrey est arrivé, il y avait des gardes du corps. Il est arrivé, il a perdu dans la cuisine, il est ressorti par la petite sortie, il a monté dans la voiture, il est parti direct. Et il avait les larmes aux yeux. Moi aussi, j'ai plus que les larmes aux yeux, j'ai carrément pleuré. Et je me rappellerai tout le temps, quoi. On était tous dans la cuisine, ils ont annoncé ça. Sachant qu'on l'avait vu venir, mais tu sais, c'est toujours une réalité que t'attends et tu sais que ça va pas bien, mais tu dis, bon, ça continue. Si ça continue, tant mieux, en fait, c'est parfait. Mais ouais, on le sentait venir et puis quand c'est arrivé, ça a été un gros coup de bambou là derrière la tête, là. Puis ça a été rapide, Après, tout de suite, il a fait l'annonce. La production a appelé les artistes un par un. Ils ont fait une sélection. J'en ai pas fait partie. Ça a été brutal. Le studio s'est vidé en 2 jours de 50%. C'était un adieu à toute la famille, quoi. Une page de notre histoire à tous qui se tournait, quoi. Le studio donnait sur la baie de San Francisco et du coup, c'était tous réunis sur là, quoi. C'était vraiment un gros... Encore là, tu vois, je vais m'être chialé là encore, parce que je me rappelle encore tellement bien. C'était une belle histoire, c'était vraiment une belle histoire. Et ça s'est fini, et puis on a fait partie des gens qui ont eu beaucoup de chance d'être là au bon moment.
DreamWorks, après, s'est reconstruit doucement. Pendant près de 10 ans, DreamWorks a multiplié les sorties peu convaincantes, ne devant son salut qu'à ses franchises phares, Dragon et Kung Fu Panda, sans réussir à imposer de nouvelles œuvres marquantes. Le studio commencera même à sous-traiter certaines productions avec les films Captain Underpants confiés à Micros Animation et Spirit Untamed à Jellyfish Pictures. Parallèlement, 2 œuvres animées vont provoquer un véritable séisme dans l'industrie, Spider-Man Into the Spider-Verse de Sony en 2017 et la série Arcane des studios Fortiche en 2021. Ces productions marquent une véritable révolution visuelle, proposant des styles graphiques inédits dans le domaine de l'animation en images de synthèse. DreamWorks entre alors dans une phase de remise en question de ses méthodes de production. Un renouveau qui, sans surprise, va venir des artistes. Sur Monkeys, je me retrouve en charge d'animation, mais en fait, je me rends compte que le look des personnages DreamWorks qui était pas toujours réussi, à part peut-être Panda et Dragon, tous les artworks des films DreamWorks, je me dis, mais c'est quoi ce truc de fou? Et je me rends compte qu'en fait, on a un problème de pipeline, quoi. Un des problèmes qu'on a, c'est qu'on a un système qui est extrêmement linéaire et qu'on part en fait du design, on approuve les designs, qu'on passe au modeling, qu'on approuve le modeling, qu'on passe au rigging, qu'on approuve le rigging et ensuite qu'on passe à l'animation. Je comprends pas pourquoi en fait on n'a pas un système beaucoup plus circulaire où les animateurs travaillent directement avec les modeleurs et les designers et les riggeurs et qu'on teste et on recommence et on teste et on recommence jusqu'à ce que ça marche. Pendant que je fais mes petits tests d'animation, je vais aller voir mon chef modeling et je vais voir avec lui s'il n'y a pas moyen qu'on fixe les designs quoi, pour pouvoir vraiment en 3D designer les persos. Et donc on en sort des personnages dont je suis vachement fier, pour le coup encore fier maintenant. Moi j'ai envie de tester un truc parce que ce pipeline d'animation, rigging, modeling, design, j'ai envie de le tester mais à une échelle beaucoup plus grosse. Et je leur dis par contre ce que j'ai besoin en fait maintenant c'est vous me trouvez une pièce dans laquelle on met 10 machines où j'ai mes riggeurs, moi, mes animateurs, mes modeleurs et on vient tous au même endroit et on fait des brainstorms toute la journée et puis on check les trucs ensemble. Sur ces entrefaites, Simon et moi, on décide de faire une présentation au studio pour expliquer pourquoi on change un peu notre pipeline de création des personnages. On met toute une présentation et j'explique à Jill Hopper qui était la chargée de production, je pense qu'on peut faire vachement mieux, des meilleurs personnages, plus efficaces, mais mieux riggés, etc. pour les animateurs. Donc elle me dit, ok, très bien, tu sais quoi, je te donne une salle pour Larry Kins, on l'a appelé la War Room, tu vois, on était tous là-dedans à développer pendant des mois et des mois, mais par contre tu me prouves que c'est efficace ton truc. Et donc Jill se rend compte qu'en fait, ouais, effectivement, cette méthode-là, elle marche vachement bien. Donc c'est une méthode qui a été reproduite plusieurs fois en fait sur différentes productions parce que c'est très efficace. Dans mon équipe d'anime, j'ai un animateur incroyable qui s'appelait Liron Topaz. Il y a un programme de court-métrage de Jill, j'ai une idée d'histoire, tous les assets que vous avez créés et développés sur Larry Kins, avec tous les décors, puis on fait un court-métrage avec ça, quoi. Et il me pitch son histoire, cette espèce de petit voyage de 8 minutes du personnage principal, notre Bilby, et je fais enfoiré, ça tue, putain. Puis on prend rendez-vous avec Jill et l'équipe qui suit un peu le programme de court-métrage. Et puis là, je leur sors la rafale de développement visuel de tout ce qu'il nous faut, tu vois. On leur pitch le film et ils nous disent ouais, bingo, allez-y, quoi. Première vraiment exposition à la réalisation de bout en bout, à se sentir en contrôle d'un super projet. En fait, Bilby, j'en suis hyper fier, quoi. C'est vraiment un film, j'en suis hyper content. Alors maintenant que j'ai goûté à ça, j'aimerais bien en refaire une de réel. Chris de Falla qui me dit, non, je comprends complètement. Écoute, on a ce projet Spooky Jack, qui est une histoire de fantôme, de maison hantée. David Soren, le réalisateur de Turbo, est-ce que tu veux être son co-réalisateur? Je fais, ouais, grave, vas-y. Donc on développe tout ça, etc. Et on leur fait un screening du premier acte. Et le studio, en fait, dit, ah ouais, non, en fait, ça marche pas, ça fait trop peur. Donc on part à la réécriture. Le producteur, c'était Damon Ross, un exécutif développement qui était commencé à vouloir faire de la prod. Puis Damon, entre-temps, je vois sur son bureau, il a un bouquin, premier tome d'une série de bouquins qui s'appelle Les Bad Guys, où sur la couverture, c'est une couverture orange avec un loup, un requin, un serpent et un piranha en costard. C'est quoi ce truc-là? Je peux lire ou comment ça se passe? Je lis le truc. Débile, c'est pour les petits, c'est hyper drôle. Mais pour moi, c'est littéralement, c'est Reservoir Dogs, quoi, mais avec des animaux, quoi. Il y a des mecs, je lui dis, mais je peux t'aider à développer ce truc? Il me dit, ouais, carrément, j'adore ce projet, t'as des idées? Je fais, mais grave, quoi. Ce gars-là avait embauché un artiste, Luc Desmarcheliers, un Français, pour faire du développement visuel. Je viens le voir, je dis salut, je m'appelle Pierre, j'ai une idée super cool là-dessus, je lui fais 3 crobards, il est mort de rire. Mais c'est exactement ça qu'il faut faire en fait. Un loup super stylé, qui braque des banques, des explosions, des machins, des trucs. Donc je commence à guider un peu Luc sur des recherches de visuels, et Jill me dit, ok, t'as rien à faire, qu'est-ce que tu veux faire? Je lui dis, écoute, tu me donnes 3 mois, j'ai une idée pour développer Bad Guys, je te fais un trailer du truc en storyboard. Elle me dit, pardon, c'est quoi ça, un trailer? Je pense que pour pitcher cette histoire, il faut que je la mette en story, quoi, pour que je puisse vous la montrer ce que j'ai dans la tête, quoi. Et donc voilà, me voilà parti à faire des storyboards en mode faux trailer pour Bad Guys. Good morning, miss. Good morning, sir. I'd love to make a withdrawal.
Hi. Hey, you! Yeah, you! Get over here! Closer! Oh, I know what it is. You're afraid because I'm the big bad wolf, right? You think I'm a monster. The villain in every story, right? That's what you expect from a wolf, isn't it? Dude, who are you talking to? Them. Hola, amigo. We may be bad, but we are so good at it. Et puis on est prêt à pitcher le truc. Et là, Spooky Jack annulé, Chris de Faria dégagé. Sérieux, quoi, ça arrête jamais, quoi. Et donc là, dans ma tête, c'est bon, faut tout que je recommence à zéro, quoi. Donc on a fait tout ça, maintenant les nouvelles personnes, on regarde ça. Tu vois, si tu veux, j'avais l'arrière-goût de Larry Kins. De toute façon, ça te quitte pas, tu t'as plus confiance, en fait. Et donc là, font venir Margie Cohn, qui était la présidente de l'animation télé de DreamWorks, qui reprend tout le studio. Et puis, elle fait venir avec elle en creative director Kristen Lowe, qui était une grosse exécutive de Universal du côté live action. Comme elles étaient nouvelles au studio, je pense qu'elles avaient envie de marquer un peu de leur empreinte. Elles ont vu ça et ça les a intéressées, je pense, de leur dire « j'ai envie de faire un film différent visuellement ». Et donc, je leur ai montré des influences. Après, on a fait un look test. Elles n'ont jamais douté. Elles n'ont jamais voulu que je retourne sur un truc plus consensuel. Et pour le style d'animation que je savais exactement là où je voulais aller, le style d'animation que je voulais. Donc, c'est des scènes qui s'y prêtent énormément. Début mars, Margie me fait venir, me dit on a envie de le faire, le film, tu veux le réaliser? Je fais ouais, grave. Et donc, voilà. Donc, je me retrouve tout seul à la réalisation de ce film. Et je savais ce que je voulais faire. Je savais exactement où je voulais aller, tu vois. Alors, par contre, ce que je savais pas, c'est toutes les étapes de réalisation. Le court-métrage, c'est sympa. Le long-métrage, c'est une autre bête. C'est autre chose, tu vois. C'est beaucoup plus compliqué. Visuellement, quelque chose que DreamWorks n'avait jamais fait avant, quoi. Une espèce de côté hyper graphique. Et puis surtout, c'était aussi un film franco-français, j'ai envie de dire, avec Pierre à la réal, Luc Desmarcheliers en production design, Florian Marchix en direction artistique. Il y a beaucoup de Français parce que je savais qu'ils comprenaient ce que je voulais faire. Tu vois, Luc comprenait complètement, Florian comprend complètement. C'est des gens qui connaissent les influences, qui savent exactement où je veux aller, tu vois. Le film sort, on est encore dans le Covid. On fait pas un énorme box-office. C'est pas mal, hein, mais c'est pas énorme. On rembourse à peine le film. Le succès commercial n'est peut-être pas au rendez-vous, mais DreamWorks va continuer de prendre des risques. Cette fois-ci, pas d'univers original, mais une vision complètement neuve d'un de leurs personnages déjà bien établis. C'était un projet qui était donc de l'univers Shrek. Donc on se disait, est-ce que ça va ressembler? Comment est-ce qu'on va garder ça? Parce que les gens connaissent ce Puss in Boots-là. Est-ce qu'on peut changer de truc? C'est un film qui s'est fait très au fur et à mesure. Ça s'est développé pendant la prod aussi. Visuellement, au tout début, on avait déjà des trucs qui étaient très différents. L'histoire, par contre, s'est développée au fur et à mesure. On peut pas nier que le côté un peu painterly, c'est un peu trendy. Le fait que ce soit aussi dark est venu après. Le Loup, ils ont poussé des trucs à fond. Heureusement, le studio les a laissés faire. Le Loup était toujours une espèce de présence qui était là pour récupérer les pouces. Il n'était pas in his face comme il l'est maintenant. La séquence du loup dans le bar, on a changé en anime énormément de caméras qui n'étaient pas forcément prévues à la base, mais qui justement a rendu le loup encore plus menaçant parce que tout d'un coup, au lieu d'être une ombre, eh ben c'est un gars qui peut se battre avec Pouce, quoi, et qui potentiellement peut vaincre Pouce, ce qui rend le truc encore plus effrayant, quoi. Dans la cantine, il n'y avait pas tous les effets rouges, tu vois, le sang de Pouce, il y a pas de sang nulle part dans les films de DreamWorks. Et là, c'est la première fois, il touche et on voit du sang. Sais-tu que je raffole de l'odeur de la peur? Perito, qui était un comic relief complet, à part traîner avec eux, faire des blagues, ça sert à rien. Et donc, ils ont, au fur et à mesure, changé l'histoire, amené des choses comme ça. Est-ce que Perito serait pas la voix de la raison, en fait? Et donc, l'histoire a changé. Il y a eu vachement plus de temps à l'écran. Et le perso s'est développé en animant. Beaucoup. Le temps de développement était pas super long. On a amené pas mal de choses sur le tard, en fait. La séquence de Panic Attack, par exemple, c'était une des dernières séquences qu'on a faites avec lui, peut-être l'avant-dernière ou avant-dernière. Et c'est là où on a vraiment réalisé toute l'importance qu'il prenait dans le film, en fait, sur cette petite séquence-là, quoi. On a eu tellement de gens qui nous ont écrit par rapport à cette séquence-là. Enfin, il y a quelque chose à l'écran auquel je peux m'associer. En fait, je comprends, c'est exactement ce par quoi je passe. Et ça fait plaisir de voir des persos, quand même, dans un film d'animation qui vivent les mêmes choses que moi, en fait. Je te remercie, Perito. Le Chapeauté 2 est un énorme carton au box-office, avec un score de 485 millions de dollars, près de 5 fois son budget.
en plus de recevoir les éloges des critiques qui saluent une suite réussie et audacieuse. Mais l'industrie de l'animation est extrêmement compétitive. Et malheureusement, tous les risques ne payent pas. C'est le cas de Ruby Gillman, un des derniers films de DreamWorks sortis en 2023, racontant l'histoire d'une ado kraken à la recherche de son identité et de son héritage. Ruby Gillman, c'est assez joli. Les animes, elles sont cool. Il y avait quelque chose, quoi. Le problème de ça, c'est que le film a été développé dans une période où Disney sortait Turning Red et Lucas qui était sous l'eau avec des personnages humains qui deviennent autre chose quand ils sont sous l'eau. Donc c'est la même chose. Ils ont quand même continué à développer ce film-là. Le réal s'est fait virer 2 ans après le début du développement, et donc on a dû changer de réalisateur, on a dû changer des trucs. Et c'était mal parti comme projet. Et depuis le début, on savait que ça allait mal se passer. Et je pense qu'Universal le savait aussi, et ils n'ont pas poussé en termes de marketing. Et donc personne n'est au courant que ça sortait, personne ne savait de quoi, et malheureusement ça s'est planté. Le couperet du box-office ne touche d'ailleurs pas seulement les productions originales, car Trolls 3, sorti la même année, connaîtra également des résultats mitigés. Heureusement, DreamWorks pourra s'appuyer sur l'une de ses franchises stars avec le succès de Kung Fu Panda 4. Je pense qu'on a besoin de faire des suites pour avoir un cash flow prévisible. Ça nous empêche pas de faire des originaux uniques qui se plantent ou pas. Hein. C'est une réalité. Si tu prends pas de risque, t'es mort. Et c'est ça le problème, si tu veux. C'est que quand tu fais un Cruise 2, un Trolls 3, un machin, au bout du moment, tu t'essouffles. C'était une réalité économique de faire ces suites parce qu'on n'avait rien dans les pipelines. Quand Margie et Christine ont récupéré le studio, il y avait rien qui était prêt comme film originaux. Donc c'est pour ça qu'il y a eu cette espèce de succession de suites après une période de temps un peu compliquée pour DreamWorks. Donc c'est vrai que pendant longtemps, on a galéré. De l'extérieur, je comprends exactement ça. Alors je me rappelle, au tout début de DreamWorks, il y avait un côté très business de la façon dont on fabriquait les films. Ça change ça maintenant, parce qu'ils se rendent bien compte que les exécutifs peuvent donner leur avis, et ils ont bien sûr cette expérience-là et tout, mais laisser faire les films aux créatifs en fait. On pense savoir ce que le public veut, avec les pie charts, les statistiques, tout ce qu'on veut, mais le public c'est pas ce qu'il veut. Le public n'a jamais voulu de Jimi Hendrix, par exemple. Il est arrivé et puis tout le monde a fait « Ouais, c'est de la balle !» L'heure n'est donc plus à la demi-mesure créative. DreamWorks l'a bien compris et ne lâche pas le cap avec sa production suivante, Le Robot Sauvage. Le film a été écrit et réalisé par Chris Sanders. Donc t'as un mec à la barre qui a une idée bien précise de ce qu'il veut, qui en plus est hyper émotionnel dans sa façon de raconter les histoires. Il nous laissait pas carte blanche, mais quasiment quoi. Vous connaissez les personnages, faites-vous plaisir, allez-y, développez les trucs quoi. Chris Sanders, il a une vision, il a son truc, il est complètement barré, hein. Des fois il part un peu en vrille, mais ça marche. Et je pense que c'était aussi une des premières fois où le studio a laissé vraiment carte blanche à un créatif. Comme je disais au tout début, Puss in Boots c'était un des meilleurs projets jusqu'à récemment, et Wild Robot c'est clairement le meilleur projet sur lequel j'ai bossé. Ça continue ce renouveau de DreamWorks. À l'heure où nous vous écrivons ces lignes, Le Robot Sauvage est le dernier né des studios DreamWorks. Un succès critique quasi unanime et un beau carton au box-office pour une franchise complètement nouvelle. Après une longue traversée du désert, DreamWorks Animation relève enfin fièrement la tête. Le studio est parvenu à se renouveler et à le confirmer avec plusieurs films solides, tout en réussissant à conserver ce qui faisait sa force depuis le début. Je pense que le grand succès de DreamWorks, c'est vraiment d'avoir créé une compétition à Disney, de faire quelque chose autre que Disney. Je pense pas qu'ils savaient très bien ce que c'était. La première idée, c'était de faire quelque chose un peu plus adulte et de faire du cinéma pour tout le monde. En fait, de faire des films de genre. Je pense que l'ADN de DreamWorks c'est commencé par Shrek, où c'était un pied de nez complètement irrévérent, sarcastique sur tout ce qui a été fait avant de Disney. L'ADN est toujours comme ça. Ah, vous attendiez à ce que ce soit ça? Ben non, en fait, c'est ça. C'est la diversité, c'est de se différencier de ce cliché du dessin animé, en fait. Ce à quoi les gens s'attendent qu'un dessin animé doit être. Je pense que c'était une compétition saine. Je pense que Disney avait besoin d'être secoué un peu. Le fait que DreamWorks ait fait ça, ça a ouvert la porte à plein d'autres trucs. Ça a ouvert la porte à Blue Sky, ça a ouvert la porte à Sony. One thing DreamWorks did brilliantly was it really aligned everything towards artists. Like that's one thing I always felt, and I'm pretty sure even now at DreamWorks it's the same thing. It really feels like it's driven by all the artists involved in it, and all your resources, like production, producers, everyone is just so committed towards like if you have a voice, if you are a good artist, they will do anything. L'ADN de DreamWorks, pour moi, c'était la communauté, qui avait une philosophie tellement différente de ce que j'avais vécu avant et qui permettait des choses au niveau créatif qui étaient pas spécialement corporate. Et justement, c'était cette communauté-là qui était très créative et qui engageait un peu tout le monde. Il y avait beaucoup de cœur dedans parce que vraiment, en fait, les gens étaient vraiment impliqués dans ce qu'ils faisaient. Et il y avait une liberté d'expression que je ne vois plus trop maintenant, en fait, dans tous les autres endroits où j'ai été.
C'est des gens qui travaillent ici, c'est des gens qui sont déjà incroyablement talentueux. C'est une équipe de NBA, quoi. Les films de DreamWorks sont faits avec en moyenne 35 animateurs au générique. Je pense pas avoir un seul autre studio à ce niveau-là qui fait ce genre de qualité avec aussi peu de gens. Donc c'est vraiment des gens, des très bons outils, mais aussi des gens extrêmement talentueux, qui sont très 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 fidèles au studio et qui se connaissent très bien en fait. Pour moi, c'est faire des films avec des potes à un très haut niveau. Le rêve de créer le premier major studio dans l'histoire de film, ça c'est pas fait. Mais le rêve de créer un studio qui est une compétition à Disney, ça ils ont réussi. Peut-être encore une fois pas exactement dans la façon comme ils imaginaient, mais quand tu regardes ce que DreamWorks a créé avec le simple fait qu'ils existaient et qu'ils existent toujours, qu'ils ont fait des films qui ont eu des succès énormes, je pense que ça c'est quelque chose qui est au-delà de ce que tout le monde a cru possible. Dans une époque où t'as Spider-Verse, Arcane, Scavenger Reign, Blue Eye Samurai, tu peux pas faire du consensuel. Je suis désolé, mais je vois Sony et DreamWorks qui sont justement des gros studios qui essaient de changer un peu les choses. Le futur, c'est d'arriver à faire des nouvelles images et des choses qui sont vraiment excitantes et ouvrir même l'animation à plus que du film de famille pour les petits, quoi. L'audience est vraiment au précipice d'accepter l'animation dans toutes les façons. On peut faire de l'animation dans tous les genres, pour tous les types d'audience. L'industrie en ce moment, par exemple à Netflix, ils sont intéressés à faire de l'animation pour une audience adulte ou adolescente. Ça, il y a 20 ans, à l'époque de Prince of Egypt, je pense que l'audience n'était pas là, n'était pas prête. Pour moi, l'animation, c'est un médium qui est absolument extraordinaire parce que ça permet d'ouvrir des portes de l'imaginaire qui sont infinies en fait. On vient de la peinture, on vient de l'illustration, on vient du dessin. On peut puiser dans un univers sans fin de l'imaginaire de tout un chacun, on va dire. Et je trouve que c'est vraiment une belle façon de faire passer des messages à toutes les générations, tout en faisant voyager les spectateurs très très loin, quoi. Et c'est la magie de donner la vie à des personnages qui sont complètement inanimés. C'est très facile d'oublier ça, mais il faut voir le travail qui est fait par les animateurs du monde entier. Mais quand on est un public, on se rend pas compte que les personnages qui bougent et qui font pleurer ou rire, c'est des marionnettes complètement inanimées à la base. Mais inanimées, il n'y a rien derrière. Donner cette illusion de la vie, la capacité des artistes à faire ça, des animateurs à faire ça, pour moi, c'est quelque chose qui est magique, vraiment magique. Et c'est infini. C'est un médium qui en finira pas d'émerveiller les gens, tu vois. Les gens ont besoin de sortir de leur carcan un peu quotidien et les gens ont besoin de voir d'autres histoires. On me disait il y a 15 ans que de toute façon, c'était une industrie qui pouvait pas grandir, alors que ce qui s'est passé, c'est exactement l'inverse. DreamWorks a beaucoup de projets qui arrivent, qui sont novateurs. Ils ont donné leur chance à des réalisateurs comme Pierre, par exemple. C'est leur premier film et ils ont une voix un peu différente et ils vont donner leur chance à d'autres réalisateurs comme ça qui ont un truc un peu nouveau à apporter, ce qui est cool. Les 5-10 prochaines années DreamWorks vont être bien. Une nouvelle génération de réalisateurs qui arrive aussi et effectivement qui regardent Bad Guys comme on peut le faire et le succès de Bad Guys fait que maintenant c'est presque encouragé, quoi. On adapte nos outils même technologiques pour faire ce genre de film maintenant, un peu plus risqué, quoi. Ouais, le nouveau DreamWorks il va être pas mal. Ce palais, nous y avons tant de souvenirs. Comment imaginer que j'y arriverai un jour? Et aussi, comment on peut devenir aussi génial, aussi brave, aussi dévoué? Je crois qu'on peut qu'essayer. Ça, c'est rien comparé au fait que la seule personne en qui j'avais vraiment confiance m'a planté un couteau dans le dos. Ton histoire a peut-être eu un début quelque peu tourmenté, mais cela ne fait pas de toi ce que tu es. Seul compte la suite de ton histoire. Qui tu choisis d'être. Suffit que les gens jettent un œil sur moi et j'ai peur qu'il ait l'air monstre horrible, fuyez l'ogre. C'est toujours le même refrain, il me juge sans me connaître. Tu vois, c'est pour ça que je préfère être seul. Pourquoi tout d'un coup c'est si important pour toi de savoir ça? Parce que je veux me souvenir plus tard de ce que t'auras dit, là, tout de suite. J'ai encore beaucoup de choses à te dire. Je voudrais qu'on se réconcilie et je sais pas comment. Moi, je sais. Un chef protège les siens. Une seule vie passée avec toi, c'est tout ce que je peux désirer. Un dicton dit « Hier est derrière, demain est un mystère, mais aujourd'hui est un cadeau. » C'est pourquoi on l'appelle le présent.